Alors bonjour Jean-Pierre Petit. Bonjour, bonjour. Nous voilà revenus pour parler cette fois d'un thème important, le nucléaire. Première question, ce n'apparaît pas comme étant votre thème de prédilection, alors pourquoi vous y êtes intéressé? Je vais vous dire la chose suivante. Moi, je m'intéresse à tout ce qui peut être utile. J'ai un service de documentation considérable à travers mon site. Les gens me mettent sur des problèmes, me mettent sur ceci, me mettent sur cela. C'est vrai que je ne peux pas tout traiter. Quelquefois, je dis, c'est terrible, je ne peux pas aborder tout de front. Prenez par exemple le fait que maintenant, l'industrie pharmaceutique est en train d'interdire les médecines naturelles, les plantes, etc. Pour pouvoir mettre des labels, c'est des gros sous là-dedans. Alors, il faut se battre pour ceci, il faut se battre pour cela. On est dans une situation actuellement dans le monde où il y a des scandales permanents, on découvre simplement les effets pervers du libéralisme, le fait que les gens veulent s'en foutre plein les poches. Connaît par exemple le nucléaire, eh bien, on découvre que finalement, si on veut gagner de l'argent avec ça, il vaut mieux utiliser les intérimaires plutôt que des professionnels, ce qui fait que vous avez 80% des tâches de nettoyage et d'entretien dans les réacteurs nucléaires qui sont faites par des gens qui vont et qui viennent. Vous imaginez la baisse de la qualité de la sécurité là-dedans, c'est catastrophique. Et tout ça, c'est l'argent, c'est le goût de l'argent. La pharmacie, c'est pareil. On vous fait une campagne pharmaceutique pour vous vacciner, pour vendre des produits, tout ça. Et les gens découvrent ça. Vous avez la banque, par exemple. Alors on découvre qu'on a un secteur financier que finalement, les gens ne cherchent qu'à s'en foutre plein les poches. Alors là, vous avez actuellement quelque chose qui se fait jour un peu, c'est une réaction citoyenne. Et c'est très important une chose comme ça, parce que cette réaction citoyenne, c'est un petit peu une première par rapport à quelque chose qu'on a connu, que vous n'avez pas connu, vous étiez trop jeune, c'est mai 68. Mai 68, c'est tout d'un coup un ras-le-bol complet. À ce moment-là, on envahit les rues, on veut que ça change, etc. etc. Et ça n'a pas changé, parce que ces gens n'ont pas de programme électoral. Moi, je me trouvais en Égypte, précisément à l'époque de la place Tahrir, quand il y avait ces gens, il y a eu des morts là-dedans, et tous ces jeunes qui se sont rassemblés et tout ça, avec les tentatives de la police de déstabiliser ce genre de choses. Et vous savez, quand j'ai vu ces images-là, j'ai eu cette impression, et c'est amusant parce que à un moment vous interrogez quelqu'un dans une de vos émissions, qui est un spécialiste de l'islam et des pays maghrébins, et qui dit, effectivement, ce qui est tragique, c'est tous ces jeunes, ils sont là sur cette place, ils n'ont pas de programme. Autrement, Alain Ménargue, voilà, reporter sur place. voilà, et à ce moment-là, il parle de ça, et moi j'ai eu la même impression. Je voyais tous ces gens de différentes confessions, de différents âges. Il y avait un côté humain très touchant, quoi. Ils étaient là en train de dire, ce pays est pourri, il faut arrêter, il faut faire quelque chose, et ils n'ont pas de programme. Parce qu'un programme politique, c'est compliqué, il y a tout qu'il faut faire marcher, il y a les importations, les exportations, l'industrie, ils ne connaissent rien. Donc tout ça, c'est comme mai 68, mai 68, je vais vous raconter comment ça s'est passé. La France a été, la France, surtout Paris, hein, il y a un livre qui s'appelait Mon village à l'heure des barricades, mais il ne se passait rien. Je vous assure qu'en dehors de Paris, les gens sont allés à la pêche, c'est tout. Bon, bah, vous aviez des jeunes qui étaient là, il est interdit d'interdire, il faut tout changer, etc. On va changer le monde. Et puis après, eh bien, les gens ont eu peur, il y a eu des élections, et crac, la droite est passée, et tout ça, ça a été balayé complètement, c'est tout. Parce que pour faire quelque chose, il faut un programme solide. Et là, on va parler du nucléaire. Ouais. Ben justement, là, vous avez un truc, c'est exactement pareil. Vous avez des mouvements qui, pour le moment, ont été menés par des gens qui, souvent, ont un grand courage. Mais ce sont des marginaux. Ils sont là et ils disent il y a quelque chose de mortifère dans cette chose-là. On est en train de nous emmener dans un monde qui va foutre les générations à venir en l'air. Il faut changer et ils n'ont pas de solution. Les solutions, c'est les économies. Regardez, par exemple, je sais pas, moi, j'ai participé à des festivals d'éco-énergie, mais c'est la kermesse. Ouais. La kermesse. C'est l'Arzac, quoi. Oui, c'est ça. Il y a des types comme ça qui sont là, habillés un peu en provençaux avec des petites chemises à fleurs. Ils vous présentent des trucs qui vous permettent de faire cuire votre cassoulet au soleil et tout ça. Et puis moi, vous voyez, j'ai une belle propriété, il y a du terrain. Ah, monsieur Petit, vous voudriez avoir des graines parce que vous savez, il faut préserver les espèces animales, etc. Mais même à la limite, quand je vois, vous êtes ici, vous êtes un petit bout de paradis terrestre, il n'y a pas de problème. Hein. Je pourrais effectivement dire, je vais m'enfermer là-dedans, mais un jour, il va se passer un truc, c'est que j'aurais beau m'enfermer
là-dedans, on va prendre des déchets radioactifs sur le coin de la tronche et on sera obligé, même je pourrais même plus produire des tomates propres chez moi parce qu'il y aura des radionucléides dedans, quoi. Alors si vous voulez bien, commençons par le nucléaire avec ce qui s'est passé, Fukushima, etc., l'actualité, et puis ce que ça vous inspire, et puis les solutions après. Mais commençons avec le nucléaire. Commençons avec le nucléaire. Moi, je suis physicien généraliste, on pourrait dire, donc j'ai une petite capacité à lire, à comprendre, à essayer de piger des choses. Et je dirais un truc, c'est que j'ai très honte en tant que scientifique, parce que, évidemment, on pourrait dire on ne peut pas s'intéresser à tout, mais il y a des tas de choses qui ne me sont pas passées sous le nez. Par exemple, je vais prendre une chose très précise. Dans cette histoire de Fukushima, donc il y a eu une catastrophe nucléaire et la presse s'en est un petit peu emparée. Puis tout d'un coup, on a découvert un mot, c'est le MOX. Hein, et à ce moment-là, des gens ont parlé, c'était un nouveau combustible nucléaire. Eh bien, il faut regarder ce que c'est que le MOX. C'est pas un combustible qui contient du plutonium, c'est du plutonium. Parce que quand vous prenez un combustible nucléaire, alors c'est très simple à expliquer, le minerai d'uranium, on le trouve par exemple au Niger, on le trouve au Congo, et des choses comme ça, c'est 99,3% d'uranium-238 qui n'est pas fissible, qui sert à rien, et c'est 0,7% de 235. Bon, faire marcher un réacteur avec ça, c'est pas commode du tout. On a commencé par faire ça. Il faut l'enrichir. Alors à ce moment-là, on a des usines sur place et on récupère ce yellow cake, là, ces gâteaux jaunes, qui est une façon déjà d'enrichir un peu, tant bien que mal, ce genre de choses. Puis après, on le traite, et on le traite, c'est-à-dire qu'on prend ces mélanges de ces deux uraniums, qui sont des isotopes. Ils ont donc exactement les propriétés chimiques, donc on ne peut pas les séparer chimiquement. Simplement, il y en a un qui est un peu plus lourd que l'autre. Donc on va utiliser la centrifugation. C'est pour ça qu'on parle des centrifugeuses. Hein. Donc à ce moment-là, ça a été fait à Hanford, en Angleterre, en Amérique pendant la guerre, et puis après on a fait ça à Tricastin, et c'est sûr que le nucléaire français, qui est si virulent, il est né des préoccupations militaires, il est né du rêve de De Gaulle de posséder la bombe. Donc à ce moment-là, rien n'était trop beau. Vous savez, moi j'ai une phrase que j'ai inventée que je trouve pas mal pour la guerre. Quand on hait, on ne compte pas. Ouais. Voilà. D'ailleurs, ça venait de l'État et voilà. après le marché s'y est approprié. Ah, exactement. Après, il y a eu un nucléaire civil, mais au départ, c'est la bombe, la bombe, la bombe, la bombe. Et on s'en fout, on fout en l'air la Polynésie, on fout en l'air, on atomise les populations indigènes au Sahara. Ça, peu importe, c'est la bombe, et les sous-marins, etc. Rien n'est trop beau et tout l'argent fiche là-dedans, quoi. Alors, à ce moment-là, vous avez votre uranium naturel. Et vous en faites un composant gazeux avec du fluor. Vous faites du fluorure d'uranium, donc c'est gazeux. Et à ce moment-là, en mettant ça dans une centrifugeuse, eh bien les espèces les plus lourdes vont aller vers l'extérieur, et les espèces les plus légères vers l'intérieur. Donc c'est le 238 qui va foutre le corps à l'extérieur, et le 235 va être à l'extérieur. Alors vous faites un peu comme une distillation fractionnée, vous voyez. À ce moment-là, vous enrichissez un petit peu, vous passez à la centrifugeuse suivante, etc., etc. Et ça, c'est très laborieux, hein, et c'est coûteux. Par exemple, à Tricastin, c'est l'usine qui fabrique les carburants nucléaires pour la France. Et il y a 3 réacteurs nucléaires, je crois, de 900 MW qui travaillent uniquement à alimenter les centrifugeuses. Vous vous rendez compte l'énergie que ça bouffe, un truc comme ça. Et à ce moment-là, on passe de 0,7% à 3%. Et 3%, c'est le combustible uranium classique. Donc on a 97% de 238 et 3% de 235. Et ça fonctionne mieux parce que on peut arriver à créer des fissions, etc. Donc on a cet uranium dans lequel on va charger les réacteurs. Bon. Et vous voyez le coût que ça représente de fabriquer le combustible. Et puis à un moment, ça date déjà maintenant de 30 ans ou même plus, quelqu'un a eu une idée en disant: on va faire un truc, c'est que quand on fait marcher ce combustible nucléaire, eh bien évidemment l'uranium 235 disparaît puisqu'il est détruit par fission. Il produit des radionucléides dangereux, hein, le strontium, le césium-137, toutes ces cochonneries-là, des trucs à longue durée de vie. Donc il y a 1% de déchets vraiment dont on ne sait pas quoi faire. Et puis il y a 1% de 235 qui reste. Mais quand le taux tombe à 1%, le réacteur ne marche plus assez bien. Donc on arrête, on dit le combustible est usé. Donc sur les 3%
on en a utilisé 2%, et puis il y a 1% de plutonium qui a été créé. Alors, le plutonium, ça se crée en principe avec des neutrons rapides, mais il s'en crée toujours. Donc autrement dit, ce qu'on appelle des déchets radioactifs classiques, c'est du 238, 1% de 235 dont on ne peut plus se servir, et puis 1% de plutonium. Et alors le plutonium, c'est le carburant, c'est l'explosif type des bombes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune frontière entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. C'est de la foutaise. Vous commencez par avoir un réacteur nucléaire civil, hein, donc il vous faut de l'uranium enrichi. Hein. Alors soit vous l'achetez, soit à ce moment-là, comme les Iraniens, vous le fabriquez. Puis après, ce sera relativement facile de faire marcher. Quand on dit un réacteur nucléaire militaire, c'est simplement la chaudière, vous le faites marcher à plus forte température, c'est tout. Donc à ce moment-là, au lieu de produire des neutrons lents, vous produisez des neutrons rapides. C'est important ce que vous dites, parce qu'effectivement, la polémique sur l'Iran, c'est ils veulent faire du nucléaire civil et pas du nucléaire... Mais tout le monde est là, mais les Israéliens aussi ont fait pareil. On pourra parler du développement du nucléaire israélien, c'est effarant, quoi. Bon, à ce moment-là, vous avez ce nucléaire militaire qui vous produit du plutonium. Et le plutonium, il a une chose fantastique, c'est qu'il n'a pas la même propriété chimique que l'uranium. Les propriétés chimiques, c'est lié au nombre d'électrons qui se trouvent autour des atomes. Donc le 235 et le 238, ils ont un cortège électronique, c'est le même. Donc si vous essayez de faire quelque chose de chimique, c'est le même objet. Par exemple, prenez l'hydrogène. L'hydrogène H1. Bon. Maintenant, vous avez l'hydrogène lourd avec 2 nucléons. Vous avez l'hydrogène, le tritium avec 3 nucléons. Alors le tritium, il est dangereux, il est radioactif, il a une durée de vie de 12,3 ans, etc. Mais le deutérium, lui, il a une durée de vie infinie. Donc autrement dit, si je vous fais boire dans votre verre de l'eau avec du deutérure d'oxygène, eh bien, ça va s'intégrer à votre corps, c'est pas grave. Cet isotope est tout à fait toléré, tranquille, il a les mêmes propriétés chimiques. Et le plutonium, lui, il n'a pas les mêmes propriétés chimiques, au sens où l'uranium a 92 électrons, le plutonium en a 94. Donc ça permet une séparation chimique. Et c'est par cette séparation chimique qu'on récupère le plutonium qui est fabriqué dans les réacteurs militaires pour faire des bombes. Et c'est l'explosif des bombes, c'est le plutonium. Voilà. Alors à ce moment-là, comment dire, il y a beaucoup de réacteurs militaires français qui ont travaillé à fond la caisse pour fabriquer du plutonium pour faire des bombes. Bon. Et moi, quelqu'un a eu une idée géniale en disant on va faire la chose suivante, on va récupérer les déchets des autres pays. C'est pour ça qu'il y a des trains qui viennent à La Haye, on va faire une usine à La Haye, et puis dans cette usine de La Haye, eh bien, on va extraire le plutonium qui a été créé par voie chimique. Et puis à ce moment-là, on a 60 tonnes de plutonium à La Haye, ce qui permet de tuer 10 milliards de personnes ou quelque chose comme ça, quoi. C'est effrayant. Et on s'en sert pas ? Mais si, on s'en sert, parce qu'une fois qu'on a fait ce plutonium, on le dilue dans du 238 et on fabrique le MOX. Et le MOX, c'est 7% de plutonium et 87% d'uranium 238. Donc autrement dit, il y a une chose que moi j'ai pris conscience récemment, mais le public ne le sait pas. Nous avons fait un saut qualitatif énorme. Nous sommes passés de la fusion de l'uranium à la fission du plutonium. Alors on peut dire, pourquoi pas ? Mais le plutonium, c'est horriblement toxique. Vous savez une chose, c'est que le plutonium, si vous avez 1 milligramme de plutonium que vous inhalez dans votre poumon, vous êtes condamné. Parce qu'il y a une chose aussi, une donnée qui est très importante à connaître, c'est la durée de vie des radionucléides dans le corps. Par exemple, je ne sais pas, mais quand vous inhalez, quand vous absorbez du tritium, il est, à moins qu'il se combine à des biomolécules qui vont rester dans votre corps, sinon vous avez l'urine, vous avez la transpiration, ma foi c'est une circuit de l'eau. Quand vous buvez un verre d'eau, vous avez une molécule d'eau, elle reste chez vous 3 jours, 1 semaine, vous en débarrassez. Tandis que le plutonium, lui, il va rester dans votre corps 50 ans, c'est-à-dire votre durée de vie. Si jamais vous inhalez une particule de plutonium, elle ne va pas vous quitter. Et alors on parle souvent d'uranium appauvri comme quelque chose de vraiment dégueulasse. Est-ce que là vous êtes en train de dire que l'uranium c'est pas si grave que ça ou... L'uranium appauvri, lorsqu'on a le minerai d'uranium, on disait tout à l'heure qu'il y avait du 238 et du 235. Donc on a fait une séparation isotopique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on arrive, par exemple, quand on a fait les premières bombes, à 90% d'uranium 235, puis à ce moment-là, si on a enrichi d'un côté, on a appauvri de l'autre. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, l'uranium, c'est 99,3%, là on va avoir 89,8% ou 9%. C'est ça qu'on appelle l'uranium appauvri. Il est appauvri en 235, mais c'est du 238. Et le 238, il y a une chose, c'est que il a des propriétés militaires formidables.
il est très lourd, il est plus lourd que le plomb. Et le plomb, c'est mou. On fait des balles en plomb, mais les balles en plomb, je sais qu'on tue les gens avec des balles en plomb, mais c'est pas perforant, c'est pas bien, quoi. Essayer de tirer une balle en plomb sur un char d'assaut, ça marche pas, quoi. Il vaut mieux avoir un truc dur. Et là, on a les qualités du plomb, puisque c'est plus lourd que le plomb, et en plus, on a la puissance de pénétration de l'acier. Donc, on a fait des obus en uranium. Je sais pas si vous avez entendu parler, vous vous rappelez de Tabarly, à un moment, il avait fait une quille en uranium. Alors, c'était bien, parce que cette quille était lourde. Bon, c'est pas grave, parce que... Mais alors, si on revient au MOX. Ouais, alors, non, je vous donne l'explication. Oui. Vous me posez une question sur l'uranium, je vous explique. Ce truc-là, ça donne des obus très perforants. Et il y a une chose, c'est qu'à ce moment-là, l'uranium est combustible et il va se transformer en oxyde d'uranium. Donc, lorsqu'un obus perfore à char d'assaut, à l'intérieur, il se vaporise, il brûle. Et à ce moment-là, les gens qui sont à l'intérieur vont être cramés par la température dégagée et ils vont respirer, s'ils ne meurent pas, ils vont respirer des vapeurs d'oxyde d'uranium et ils vont crever. Donc, si vous voyez, c'est un toxique épouvantable. Et après, il en reste des résidus, c'est ça, un peu partout. Et alors, ensuite, par des procédés biologiques un peu sophistiqués, c'est tératologique, ça crée des monstres. Donc, si vous voulez, l'obus à uranium appauvri constitue une arme nucléaire à effet différé. C'est-à-dire que vous allez tirer sur des villages, n'importe quoi, etc. Et puis, il va y avoir de la vapeur d'oxyde d'uranium. Les soldats même vont la respirer. C'est le syndrome du Golfe. Ce sont les militaires qu'on envoie là-dedans qui, eux, ont été intoxiqués à cet oxyde d'uranium, de même que les populations. Et ils payent l'addition 2, 3, 5, 10 ans plus tard. Donc, c'est pas un truc où les gens meurent tout de suite. C'est une arme de destruction massive. C'est une arme nucléaire à effet différé. Et on pourrait dire que une chose, on a voulu interdire les mines antipersonnelles, mais là il faudrait interdire les obus à uranium appauvri. Mais là, à ce moment-là, les gens vous diront, c'est embêtant, on a des stocks énormes, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va les mettre? Ça, effectivement, vous pourriez les mettre dans la mer, parce que c'est pas grave, c'est du 238, ça risque. Seulement, le 238, il est dangereux quand il brûle. Et vous avez par exemple une utilisation de cet uranium 238 issu qui est très lourd et très solide. On en a fait des maslottes d'équilibrage pour les avions. Vous savez, les gouvernes d'avions, elles ont des maslottes comme ça. Alors avant, on mettait du plomb. Puis un type a dit, bah, on va mettre de l'uranium. On a mis de l'uranium. Très bien, les avions volent. Avec ça, il n'y a pas de problème. Seulement, quand il y a un accident d'avion, tout se met à brûler, y compris les maslottes. Et là, à ce moment-là, les pompiers arrivent, et puis ils arrosent l'avion, puis on s'est aperçu après qu'il y avait des cancers pas possibles chez les pompiers. Donc maintenant, il est interdit de faire des maslottes d'équilibrage pour les gouvernes d'avion, et simplement on attend que des avions viennent en bout de potentiel, mais il y a des avions qui volent, il y en a une tapée avec des maslottes en uranium. S'ils ont un accident et s'ils tombent quelque part, il faut dire aux pompiers, ne vous approchez pas, c'est dangereux. Il faut bien qu'on comprenne, à un moment vous parliez de monstres, en fait ce sont les générations suivantes, un peu comme avec l'agent orange au Vietnam. Bien sûr, bien sûr. Alors revenons au MOX donc. Voilà. Alors le MOX c'est une saloperie pas possible. Le MOX, ça consiste à mettre du plutonium. Et là on découvre ça simplement parce qu'on apprend qu'il y avait du MOX dans le réacteur numéro 3 de Fukushima. Et ce MOX, d'où il vient, eh ben, il est fabriqué par les Français. Et les Français, ils ont leur usine de Cocorico. Ils ont l'usine de La Hague. L'usine de La Hague récupère des trains de déchets. Alors, les Français vous diront, oui, mais on ne garde pas les déchets, on garde juste la confiture, quoi. On garde juste le plutonium. Hein. Donnez-nous vos déchets radioactifs, on extrait le plutonium, mais en échange, on conditionne les radionucléides vraiment dangereux dans des résines et on vous les renvoie. Bon, d'accord. Comme ça, ça permet de les stocker plus facilement. Si tant est que ces résines résistent avec le temps, parce que là, on a vraiment des déchets qui ont 100 000 ans, 200 000 ans de durée de vie. Hein. C'est vraiment emmerdant. Mais donc, depuis des dizaines d'années, vous avez des militants écologistes qui s'enchaînent sur les voies de chemin de fer, qui prennent des coups de matraque. Vous avez Michalon, 31 ans, en 77, quelque chose comme ça, qui est mort parce qu'il a pris une grenade en pleine poitrine et ça l'a tué, tout ça. Donc moi j'ai un immense respect pour ces gens qui sont peut-être pas des experts en physique nucléaire, mais qui ont mouillé leur chemise et qui ont risqué leur vie, quoi, c'est tout. Et moi je me suis retrouvé lundi dernier à une manifestation à Aix avec 200 de ces gars-là qui ont l'air de sortir de leur Larzac, comme vous dites. Ils ont des bannières, ils se sont fabriqués des masques en carton pour essayer, et ils étaient 200. Et ça fait de la peine parce que
ils avaient distribué des tracts partout. Il y en a une qui m'a appelé au téléphone ces jours-ci en me disant j'ai pas le moral. Et j'étais le seul scientifique. J'étais le seul scientifique et j'aurais pu ne pas être là parce que c'est Fukushima, moi, qui m'a réveillé, quoi. Au fond, je connaissais un petit peu toutes ces choses-là potentiellement, mais j'ai pris conscience de la dangerosité de cette affaire-là. Maintenant, c'est irréversible. C'est-à-dire que ce truc-là, il faut que nous, les scientifiques, on se bouge. Mais il va falloir que je bouge mes collègues. Et vous savez pas ce que c'est qu'un scientifique. C'est un type qui s'intéresse essentiellement à son nombril et pas à autre chose, hein. Et puis surtout, quand il s'agit de, par exemple, vous prenez des physiciens dans un labo, vous leur dites il faut militer contre le nucléaire. Ah oui, mais je vais me faire mal voir, le lobby nucléaire est puissant, on va plus avoir de crédit, on va plus avoir de poste. Puis ça c'est dit carrément, je dis vous savez, je vous téléphone, là vous avez un type chez vous dans votre labo, là il ouvre un peu sa gueule, il participe, dites-lui que sa carrière, ça risque d'en prendre un coup. C'est un peu ce qui vous était arrivé vous en tant que chercheur, non? Ben oui, mais à ce moment-là on accepte, c'est tout. Je veux dire que j'ai une carrière qui a été ce qu'elle a été. En fait, je vais vous dire la chose suivante, je suis devenu directeur de recherche, je ne sais pas pourquoi, à cause des Lenturlus. C'est ça qui m'a fait passer directeur, c'est pas le reste. Donc on rappelle, les Lenturlus, ce sont les bandes dessinées. Voilà. Là, quand même, disons que le CNRS, ils avaient créé une commission, c'est même encore une petite anecdote, il s'est créé une commission IST, Information Scientifique et Technique. C'était une pantalonnade, mais inimaginable. Disons que ces commissions sont des gens qui ont un budget, et puis ils se déplacent, ils bouffent du fric. Je vais même raconter cette chose-là, parce que ça va en choquer plus qu'un. Là-dedans, il y avait Goëri de la Côte, qui a été le premier directeur de la Villette. Il y avait Jean-Michel Arnold, qui était directeur du service de réalisation de documents audiovisuels, tous ces gens-là. Bon, eh bien, ils étaient là en train de dire, c'est très important l'information scientifique et technique. Alors, on m'a mis là-dedans parce que j'étais un pro de l'histoire avec mes Lenturlus, c'est vrai, bon. Et je me suis trouvé donc dans cette espèce de commission, j'avais jamais été dans une commission de ma vie, donc je devais venir d'Aix-Marseille par avion à une réunion et on commençait à parler vers 11h du matin, quoi, alors que moi j'étais là depuis 7h, quoi. Et ces gens-là parlaient de façon mondaine. Ensuite, au sous-sol du CNRS, il y a un restaurant pour VIP, hein, avec des nappes blanches, et on sert une bouffe qui n'est pas celle de la cantine à côté. Et puis après, à 2-3 heures, les types disent « Bon, alors on continue le projet comme on avait dit la dernière fois, quoi. » Puis on s'est dit « Putain, j'ai fait un voyage aller-retour en avion, ça sert à rien, ça sert à que dalle. » Et à un moment, ces gens-là ont fait émerger un projet. Il y en a qui me disaient, regardez, on m'a lancé un appel pour voir s'il n'y a pas des chercheurs qui sont intéressés par la vulgarisation. Or, si vous voulez, j'en parlais avec votre camarade tout à l'heure, la vidéo, c'est un métier, la mise en page, c'est un métier, la colorisation, c'est un métier. Eh bien, c'est pareil, faire passer de l'information scientifique et technique, c'est un métier. C'est le métier de gens comme Hubert Reeves, comme De Closet, etc. Vous n'allez pas prendre un chercheur scientifique et en faire un communicateur comme ça d'emblée, ça marche pas, hein. Bon, alors je voyais à un moment un type me disait, regardez, il y a un type, il a une piscine chez lui, il a un appareil photo avec lequel il prend des photos sous-marines. Alors, il a mis des bandes de papier comme ça en couleur, il les a photographiées dans sa piscine. C'est pas mal. Je me disais, mais de quoi on parle? On perd notre temps, un truc comme ça. Non, mais dans les hautes sphères, c'est pareil comme dans les hautes sphères politiques. Vous avez des présidents qui sont intéressés par les avions renifleurs. Là, vous avez des gens qui sont intéressés par un type qui met des bandes de papier colorées dans sa piscine. Alors, à une réunion, 2 réunions, 4 réunions, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout là-dedans, nom de Dieu? À un moment, un type me dit, voilà, j'ai un projet, on va créer une espèce de groupe de formation à la communication scientifique avec des gens de médias et puis des chercheurs. Et d'ailleurs, il y a un Anglais, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est un type très bien. Alors effectivement, il a fait une conférence. Alors ça donnait à peu près ça. Bon, je voudrais vous dire une chose très importante que vous devez toujours mémoriser. Vous voyez, on dit audiovisuel. Alors audio, c'est les oreilles, visuel, c'est les yeux. Vous comprenez? Toujours audio, les oreilles, visuel, les yeux. Vous gardez ça en tête. Du vent, du pipeau, quoi.
l'équivalent en vulgarisation scientifique du blabla politique, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on fout? Ce type-là était surpayé, en plus. Il venait d'Angleterre, on le mettait dans un 5 étoiles, il avait, bon, c'était effrayant, on gage de l'argent, comme ça, bon. Alors, ensuite, avec cette bande d'hurluberlus, un type dit, voilà, on va faire un stage, et à ce moment-là, on va prendre des chercheurs, et on va leur faire un petit film assez court avec des professionnels autour, avec un thème. Ah bon, je dis, c'est quoi le thème? Comment se faire cuire un œuf? C'est pas drôle, hein. Ça a coûté 100 briques. Je parle en millions de francs, quoi. Marietta, c'est avec votre argent. Oui, c'est avec... Oui. Alors, est-ce qu'on peut revenir au nucléaire, ou vous voulez terminer cette histoire? Ben, je termine cette histoire-là parce que dans cette histoire-là, quand j'ai vu un truc pareil, j'ai écrit au directeur général du CNRS, j'ai dit, écoutez, je coûte de l'argent parce qu'on m'a dit, vous savez, si vous voulez aller au Japon pour visiter un musée, mais on vous organise une mission quand vous voulez, etc. Je dis non, je peux pas. Moi, je suis en train de chercher 3 francs 6 sous pour acheter une paire de pinces. Je suis là avec des gens qui jettent l'argent dans la fenêtre. Je me retire de ce projet. Maintenant, si ça marche et ça donne quelque chose, je leur ferai des excuses plates. Il y a eu ce truc-là, on a dépensé de l'argent, on a fait 25 films sur comment se faire cuire un œuf, on gage du fric, c'est tout. Voilà, bon, revenons. Oui, alors avec une petite question, avant de repartir dans la technique, mais vous avez mentionné les militants écologistes. Est-ce que vous trouvez quand même, malgré tout, qu'il n'y aurait pas d'autres moyens que ce qu'ils emploient, c'est-à-dire Greenpeace qui investit l'Assemblée nationale, rappel, ou de bloquer des trains? C'est pas très démocratique tout ça. Alors, bah, écoutez, il y a un truc, c'est qu'il y a une époque où on jetait des bidons de déchets radioactifs dans la mer, et les gars de Greenpeace se mettaient avec leur canot pneumatique, et puis leurs bidons tombaient dessus, le bateau parlait à l'eau, il y a des types qui se noyaient. Qu'est-ce qu'on fait dans ces trucs-là, hein? On va manifester, arrêter de jeter des bidons. Ils ont fait des choses comme ça. Non, mais il y a des partis, il y a les verts, il y a... Alors les verts, bah, il y a à boire et à manger. Sinon, comment vous dire, il est certain que dans la consommation électrique, la consommation domestique, c'est très important, hein. Moi, j'ai l'exemple d'une maison, c'est une catastrophe de ce côté-là. Vous vous rendez compte, je chauffe avec des radiateurs électriques, c'est lamentable, quoi. Je marche avec l'énergie nucléaire. Bon, j'ai pas le temps de le faire, mais si quelqu'un me dit, Monsieur Petit, on va vous mettre des capteurs solaires et on va vous rendre complètement autonome, je dis, faites-le, moi, je veux bien que ce soit, j'ai pas le temps, ça me demande trop de boulot. C'est honnête de le reconnaître. Mais bien entendu, je veux dire que s'il y avait un journaliste qui disait, vous êtes marrant parce que vous avez des discours écologistes et vous, c'est une catastrophe, quoi. Bon, voilà, c'est sûr, on ne chauffe pas l'électricité, c'est absurde. Mais rappelez-vous qu'il y a une époque, il y a au moins 20 ou 30 ans, comme la France avait de l'énergie électrique à pas savoir quoi en faire, on faisait même des conditions fiscales aux gens qui s'équipaient à l'électricité. Alors que maintenant, c'est une aberration de se chauffer avec un radiateur électrique, c'est idiot, quoi. Bon. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler d'ITER, parce que je sais que ça vous tient à cœur, et donc vous avez un certain nombre de documents ici, mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bah, ITER, c'est à côté de chez moi, d'abord, hein. Alors, comme je fais du planeur à Vinon, à chaque fois qu'on vole, on a ITER en dessous. Donc, j'ai vu cette partie de Provence qui commence à être rabotée, avec un terrain considérable, etc. Et ITER, bon... Après, ben, c'est sûr que c'est des dossiers dans lesquels on se plonge. Alors moi, quelquefois, vous voyez, le MOX, on en parlait tout à l'heure, je savais pas ce que c'était, j'ai regardé. Bon, simplement, maintenant, je dis, il faudrait arrêter la production du MOX. Avant de dire arrêtons le nucléaire, arrêtons. Mais à ce moment-là, Areva dira oh mais qu'est-ce qu'on fait de notre usine? Puis vous comprenez, on vend à l'étranger, ça nous rapporte de l'argent. Mais bien sûr, vous allez vendre ce poison. Regardez actuellement le MOX, il y en a dans le réacteur numéro 3. Le réacteur numéro 3, il y a des gens qui se demandent si la cuve n'a pas été décapitée. Il y a des gens qui retrouvent du plutonium un peu à droite, à gauche. C'est grave, un truc comme ça, c'est gravissime. Surtout que c'est pas une pollution massive comme dans Tchernobyl, mais c'est de longue durée. Parce que, faut dire une chose, c'est que les Japonais là-dedans, ils ont été mauvais, complets. Hein. Il n'y a pas de pouvoir politique. C'était pas français justement, ils n'ont pas acheté français. Ils n'ont pas acheté français, mais c'est nous qui vendons le MOX. Hein. Vous voyez, on est responsable. Je veux dire, dans un truc comme ça, moi je l'ai mis dans mon site, quand on voit les responsables de TEPCO qui sont là, d'abord ils sont à 90 degrés, après ils ont le nez par terre, ils s'excusent. Mais quand est-ce que la directrice d'Arrivo fera pareil en disant on s'excuse d'avoir diffusé le MOX? Parce qu'en diffusant le MOX, on crée des catastrophes potentielles, c'est évident. Alors si on ne produit plus le MOX, à ce moment-là on va gagner moins d'argent, notre balance des paiements, puis qu'est-ce qu'on va faire des employés de l'usine de MOX? Vous voyez, c'est effrayant. C'est pour ça que, face à cette situation où on dit il y a des choses qu'il faut arrêter,
en parallèle, si on ne dit pas, il faut démarrer d'autres choses, c'est foutu. Et on y viendra après. On y viendra après. Mais pour rester sur ITER pour l'instant. Alors pour rester sur ITER à ce moment-là, évidemment. C'est un projet à 15 milliards d'euros, je vois. Voilà, bah, disons qu'au départ ça faisait 5 milliards d'euros, et il y a eu une réunion donc lundi dernier où des parlementaires européens sont venus pour entendre les gens d'ITER, leur parler de tout ça. Alors on avait la maire d'Aix-en-Provence, Marie Joissin, qui elle est une politicienne, politicarde complet, et elle est pour ITER, peut-être pas pourquoi, mais... hein. Et alors, ma foi, ce qui est assez amusant, c'est que à partir de 18h lundi, les responsables d'ITER sont venus prendre leur violon. On aurait dit un quatuor ITER, vous allez voir, on nous a chanté le soleil en éprouvette, l'énergie illimitée, enfin vraiment, comme dit Michel Rivasi, ils nous en fument, ils nous en fument. Je veux dire, avec tous leurs arguments. Il n'y a rien à garder dans ITER, selon vous? Ah non, 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 c'est dangereux. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est ITER, parce que tout le monde ne connaît vous pas. savez très bien ce qu'on raconte, on dit, vous comprenez, ITER, c'est merveilleux. D'abord, il faut savoir quelle est l'origine d'ITER. ITER, je crois que c'est 85, c'est une réunion entre Gorbatchev et Reagan, et à ce moment-là, bon, bah, ces deux grands, conseillés d'ailleurs par des responsables scientifiques russes, disent le nucléaire c'est moche parce que le nucléaire militaire c'est dangereux, le nucléaire civil ça va l'être. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer du nucléaire pour la paix, l'atome pour la paix? Vous vous rappelez Atome for Peace? C'était ça le thème, c'était l'atome pour la paix. Alors à ce moment-là, on s'est dit l'atome pour la paix, qu'est-ce qui peut très bien être pacifique? Bah, la fusion. La fusion, vous voyez, deutérium, tritium, avec ça on ne peut pas faire de bombes, on ne fait pas de matériaux fissiles, etc. Il n'y a pas de retombées, c'est merveilleux comme truc, il n'y a pas de déchets. C'est pas vrai, parce que comme il y a des neutrons, il y a des choses qui sont activées. Mais tout d'un coup, comme le nucléaire, uranium, plutonium, c'était une vraie cochonnerie, tout d'un coup, la fusion a été parée de toutes les vertus. Hein. Et à ce moment-là, on a expliqué aux gens, vous comprenez, c'est ce qui se passe dans le soleil, nous allons faire un soleil en éprouvette. Et ce soleil en éprouvette, on nous l'a vendu 3 fois de suite. Hein. Je veux dire que quand Torsupra a été fabriqué il y a 30 ans, Torsupra, c'est un tokamak, avec un aimant supraconducteur. Et moi j'ai été invité à Cadarache avant qu'on donne le premier coup de pioche pour Torsupra, et je peux vous garantir qu'on nous disait Torsupra c'est l'énergie à gogo, c'est formidable. Puis comme ça n'a pas marché, on dit, vous savez, ça n'a jamais été prévu pour faire de la fission, de faire de la fusion quoi. On justifie a posteriori. Puis alors après, quand il y a eu le jet en Angleterre à Culham qui a été créé, mais c'était pareil, les gens s'en souviennent, les Anglais s'en souviennent très bien, c'était le jet, on va faire la fusion et après ce sera des mégawatts comme s'il en pleuvait. Et ITER, ça a été pareil, jusqu'à une date un peu récente où on nous dit, vous savez, pas avant 2100 hein, ou 2080, etc. Ouais. Et je vais vous dire la chose suivante, j'ai eu des discussions avec des responsables d'ITER et des responsables au niveau hein, de Torsupra, etc. Je ne vais pas citer leur nom parce que je ne veux pas les emmerder, mais il y a une chose, c'est que, vous voyez, ils me connaissent et je dirais, pour certains, je suis une sorte de légende vivante au plan scientifique. Je dis en toute modestie, souvent, ils ont 20 ou 30 ans de moins que moi, donc ils ont appris la physique dans les Lenturlus, donc je bénéficie d'une certaine cote d'amour, ces gens-là, quoi. Et ensuite, quand on discute, ils savent que je suis quand même un physicien catégorie poids lourd, je suis pas le premier journaliste venu, donc on peut avoir des échanges et discuter technique assez fortement. Bon, alors c'est sûr que là, j'ai posé les bonnes questions, et ils ne se sont pas défilés, ils ont apporté les réponses. ITER, je vous dis la chose suivante, une chose qu'on a découvert, c'est dangereux. Je vous expliquerai pourquoi. C'est dangereux non pas au point de vue nucléaire, mais au point de vue chimique. ITER, c'est Céveso si ça explose, vous voyez. Ah, carrément, je vous expliquerai pourquoi. Et donc, dans ces discussions que j'ai eues avec ces gens-là, à la fin, ça se terminait par... C'est la critique que je donne. Est-ce que vous pensez qu'avec cette formule-là, on pourra un jour avoir de l'électricité? Ben, la réponse, en gros, c'est oui, si on n'est pas à quelques dizaines de milliards d'euros près et à quelques décennies. Vous savez, c'est pas un projet où vous dites on va peut-être prendre un an de retard. Non, là, on va prendre 20 ou 30 ans de retard. Parce que, pourquoi des délais aussi importants? Parce qu'ITER, c'est affreusement compliqué. Quand on discute avec ces gens-là, on se dit, mais un réacteur nucléaire, vous voyez, il y a autant de différences entre ITER et un réacteur nucléaire qu'entre un moteur à réaction et une bouilloire.
Oui. Alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est exactement ITER? Bah, ITER, vous avez une chambre toroïdale, vous avez un aimant supraconducteur, ce qui n'est pas rien, hein, qui doit être refroidi à l'hélium liquide. Ensuite, vous avez X moyens de chauffage, vous injectez des neutres, vous injectez des particules alpha, enfin des tas de trucs. Ensuite, vous avez un engin qui est d'une instabilité inimaginable, vous avez toutes les formes. Ces gens-là me disent, vous savez, en matière d'instabilité de plasma, on est gâté, hein, c'est incroyable. Par exemple, ce plasma, vous essayez de le garder avec un champ magnétique. Et l'image qu'il donne est assez bonne. Essayez d'imaginer que vous avez une sorte de chambre à air de voiture très molle et vous essayez de la comprimer avec une bande Velpo. C'est ça. Alors, vous voyez, ça fait des boudins, des trucs, c'est pas commun. Vraiment. Et là, c'est du MHD. Oui, c'est de la MHD. Et c'est pour ça. À un moment, je crois, dans une autre vidéo, vous m'avez dit, c'est quoi votre spécialité? C'est la MHD. Ben, la MHD, c'est un truc très large, mais comme je connais la MHD, je peux comprendre ITER, je peux comprendre toutes ces choses-là. Ça me permet de poser les bonnes questions, etc. Bon, mais c'est vrai que c'était MHD des réacteurs à fusion, mais c'est le cauchemar. Ces trucs-là, par exemple, vous avez des belles images de synthèse, vous voyez la chambre d'ITER, puis au centre, vous voyez une espèce de tore rosâtre, comme ça, qui représente la fusion. Mais ça, c'est une vue de l'esprit. Si on la représentait, vous auriez une espèce de machin qui arrête pas de gigoter, etc. Puis quand il gigote, il se rapproche des parois. Et quand il se rapproche des parois, il arrache des atomes, il s'arrache les cheveux, les pauvres malheureux. Ouais. Non, non. Vous n'avez pas prévu ça, les ingénieurs? Mais c'est pas qu'ils n'avaient pas prévu ça, c'est que ça a commencé tout de suite. C'est-à-dire que c'était affreusement instable dans les années 50, et maintenant, en 2011, c'est toujours un peu instable. Mais il n'y a pas moyen, on n'arrive pas à se... Et alors vous avez des instabilités qui se créent en une fraction de seconde, et puis après il y a celles qui vont mettre 15 minutes à... Alors moi j'ai trouvé ça passionnant même. Si vous voulez, il y a une chose, c'est que ITER, c'est une merveilleuse expérience de physique. C'est vrai que ça touche des tas de domaines, c'est extraordinaire. Et en discutant de ça, on sent bien d'ailleurs que les gens qui travaillent là-dedans, ils sont passionnés, parce que c'est passionnant. C'est un peu cher pour une expérience. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai titré les papiers « Une expérience à 15 milliards d'euros ». Hein. Et un peu dangereux, vous disiez, alors pourquoi? Alors dangereux, bah, si vous voulez, parce que, et ça, c'est là que je trouve que c'est monstrueux d'avoir fait une chose pareille, c'est que ITER, c'est pas une réaction nucléaire, c'est deux. Hein. Alors évidemment, je vois les vidéos, vous-même allez sur internet, vous trouvez 36 000 vidéos françaises, anglaises, où vous avez même des cicérones qui vous montrent, voyez le soleil, alors dans le soleil on fait ça, nous on va faire ça expérimentalement, c'est merveilleux, nous allons apprivoiser le soleil, le mettre dans une petite bouteille, glou glou glou, etc. etc. Mais le problème, c'est que on vous dit, alors, la réaction nucléaire la plus médiatisée, je dirais même, elle est plus connue que les réactions chimiques. C'est vraiment deutérium plus tritium, hélium plus neutron. On apprend ça à la maternelle, deutérium plus tritium, hélium plus neutron, plus l'énergie. Voilà, c'est ça. Alors on est là et grâce à ça, nous allons pouvoir construire le monde, etc. Très bien. Alors il y a une chose qui s'appelle le tritium. Et le tritium, bah, c'est un isotope de l'hydrogène qui est fait avec 3 nucléons, un proton et 2 neutrons. Et ce con-là, il a la probabilité d'être radioactif, c'est-à-dire qu'au bout il a une demi-vie de 12 ans, et pof, et ben il décompose, et il fait une radioactivité bêta, peu importe ce que c'est, mais ça ne fait pas de bien à l'organisme. Autrement dit, si vous buvez de l'eau tricier, vous êtes malade. Et il y a une chose, c'est comme c'est de l'hydrogène, ça se mêle à n'importe quoi, ça se mêle à votre ADN. Donc si vous avez du tritium dans votre ADN, alors là, il va rester 12 ans, et vous allez en crever, quoi, c'est tout. Donc le tritium, c'est une chose c'est un poison, quoi, c'est tout. Et en quoi ça pourrait sortir d'ITER? Alors à quel moment? Alors il y a une façon très simple qu'a le tritium de sortir, c'est que, comme un copain me disait, c'est un champion de l'évasion. C'est-à-dire que comme ce sont des molécules très petites, rappelez-vous l'hydrogène. Prenez un chimiste et lui dit comment est-ce que vous faites pour garder de l'hydrogène. Eh bien l'hydrogène, par exemple, vous prenez un récipient avec un joint, il va passer au travers du joint. Il passe à travers tous les joints possibles et imaginables. Il est même capable de passer au travers des métaux. L'hydrogène, c'est connu. Alors évidemment, s'il y a des fuites d'hydrogène, regardez par exemple, quand vous avez un ballon à hélium, l'hélium aussi c'est tout petit, vous savez que votre ballon à hélium, vous baladez avec, mais de temps en temps il faut en rajouter parce que ça fuit. Il n'y a pas d'enveloppe en polyuréthane ou n'importe quoi qui vraiment est impeccable vis-à-vis de l'hélium, ça fuit. Bon, et l'hydrogène aussi ça fuit. Alors ça fuit, ce qui fait que vous perdez de l'hydrogène, vous perdez du deutérium, mais si vous perdez du tritium, c'est la catastrophe, c'est pas bon. Bon, alors d'abord il y a ça, ensuite c'est très cher, c'est comme ça une durée de vie relativement faible,
finalement, dans l'image qu'ont les gens par rapport à ces réacteurs de fusion, ils se disent deutérium, tritium, deutérium, tritium, donc il faut du deutérium, il faut du tritium. Le deutérium, c'est relativement facile à obtenir. On peut l'extraire de l'eau de mer. Le tritium, c'est fabriqué dans des réacteurs canadiens qui s'appellent les réacteurs Candu, qui sont spécialisés pour fabriquer du tritium. Et quand on va faire des expériences, on va utiliser du tritium fabriqué dans cette usine, qui coûte très très cher, quoi, c'est tout. Et ça coûte très cher au point que je vais vous révéler quelque chose que les gens ne savent pas. Donc on sait que en 91-97, les Anglais ont obtenu la première fusion, hein, ils ont obtenu même un coefficient Q, c'est-à-dire qu'ils ont produit 65 à 70% de l'énergie qui était injectée. On n'est pas encore à ce qu'on appelle le break-even. Break-even, c'est un événement, donc c'est l'événement marquant. L'événement marquant, c'est quand on arrivera à produire plus d'énergie par fusion qu'on en reçoit pour chauffer le plasma. À ce moment-là, on sera positif dans ce domaine. Hein. Donc c'est ça qu'on va chercher à quitter, à avoir le break-even. Bon, eh bien, quand ils ont fait leurs expériences, ils ont effectivement fait des expériences de thallium-tritium. Mais ce que les gens ne savent pas, parce qu'on leur cache, mais qui m'a été dit, moi je me le suis fait redire ces jours-ci par le spécialiste en question, qui est un haut spécialiste, un type de, je sais pas, 54 ans, c'est pas le bleu, quoi, hein, c'est pas un technicien qui me raconte ça dans un couloir. C'est que la plupart des expériences qui ont été faites partout, sur Torsupra ou sur JET, ont été faites sur deutérium-deutérium. Parce qu'il y a une fusion deutérium-deutérium, vous chercherez dans Internet, il y a différentes filières, on peut faire fusionner ça. Sauf que la température est plus élevée, c'est-à-dire que pour faire la fusion deutérium-tritium, elle est intéressante parce que c'est celle qui se fait à la plus basse température. À 100 millions de degrés, ça marche. Pour le deutérium-deutérium, il faut monter à 150 millions de degrés. Mais ça, simplement, ça dépend comment on injecte l'énergie, tous les canons à énergie qu'on a, on chauffe. Donc, on a fait des expériences deutérium-deutérium, et puis après, on a fait quelques expériences de deutérium-tritium pour vérifier que ça marchait. Mais après, ça coûte tellement cher le tritium qu'on préfère travailler avec du deutérium. Mais on ne le crie pas sous tous les toits. On dit on a réussi à faire la fusion de deutérium-tritium. Mais en fait, aujourd'hui, demain, il y a des expériences qui se font sur Torsupra. On ne fait pas ça au deutérium. Et si le type dit vous ne mettez pas au tritium, vous faites pas ça avec du tritium, ben non, ça coûte trop cher. On fait ça au deutérium. Mais si on mettait du tritium, ça marcherait pareil, sauf qu'on serait moins chaud. Vous voyez, là, vous avez un scoop, vous avez une information comme ça. C'est pas grave. Bon, alors le problème, c'est que donc on a ce deutérium qui coûte une fortune, et quand ITER fonctionnera, et je peux vous dire la chose suivante, quel est le but d'ITER? C'est arriver à faire la fusion deutérium-tritium avec un coefficient Q supérieur à 1, c'est-à-dire en produisant plus d'énergie qu'on en injecte, hein, et pendant un temps assez long, 400 secondes, 1000 secondes, un truc comme ça. Alors qu'en Angleterre, on a fait une seconde. Pourquoi on a fait une seconde? Mais parce qu'on a un électroaimant qui marche qui n'est pas supraconducteur. Donc là-dedans, on fait passer 1 million d'ampères. 1 million d'ampères, ça fait un effet Joule, pas possible. Donc si vous disiez aux Anglais, vous ne pourriez pas faire marcher votre électroaimant pendant une demi-heure, le type dit, vous rigolez, il y a le laboratoire qui partira en fumée. Donc la seule solution, c'est l'aimant supraconducteur. Et c'est là que les Français arrivent en disant, nous on a fait Torsupra avec un aimant conducteur, et là, nous on est opérationnel, on sait faire des champs magnétiques de 4 Tesla, de 40 000 Gauss, dans des volumes importants, on sait faire. Donc à ce moment-là, c'est un petit peu les résultats des Anglais, plus le savoir-faire des Français, on s'est dit, ah, on va faire ITER. Mais il manquait quelque chose d'essentiel. Il manquait quelque chose d'essentiel, et ce quelque chose d'essentiel, c'est la régénération du tritium. Et un réacteur à fusion ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas cette régénération du tritium. Il y a des tas de raisons pour ça. Le premier, c'est qu'on voyait que la fusion, ça crée des noyaux d'hélium et des neutrons. Et ces neutrons, eux, ils passent gentiment au travers de la barrière magnétique. Parce que comme il n'y a pas de charge électrique, ils s'en foutent. Alors ils vont activer les structures, etc. Mais surtout, il y a une chose que avait soulevé Feu, le prix Nobel d'Eugène, qui disait, vous savez, moi je connais bien les aimants supraconducteurs, c'est fragile les aimants supraconducteurs. Un aimant supraconducteur, c'est quelque chose dans lequel le courant passe, il n'y a pas d'effet Joule, vous le savez, il n'y a pas de résistance. Et si tout d'un coup, un endroit du supraconducteur devient résistif, il y a un dégagement de chaleur. Résistif, c'est-à-dire il y a une résistance électrique. Oui. Et par exemple, en 2008, au CERN, ça m'a été dit par Jean-Marie Brom, il y avait, au CERN aussi, il y a des aimants supraconducteurs qui permettent de confiner les particules qu'on fait circuler dans ces boucles à très haute énergie. Eh bien, à un moment, il y avait une soudure qui était mal faite,
et elle a cessé d'être supraconductrice, elle est devenue conductrice. Tout ça, c'est dans l'hélium liquide. Il y a eu une étincelle, l'étincelle a produit de la chaleur et a vaporisé l'hélium liquide. Mais il y a eu une explosion qui a bougé des aimants de 40 tonnes de plusieurs mètres. Vous voyez ce que c'est? C'est pas de tourpeau. Hein. Et moi, je me rappelle, je vais raconter cette anecdote qui est assez amusant. La première fois que j'ai vu une grosse installation supraconductrice, c'était il y a 30 ou 35 ans. J'étais à Livermore, en Amérique, en Californie, et j'ai rencontré un scientifique qui était assez connu, qui s'appelle Fowler. Et il avait fabriqué une machine supraconductrice qui s'appelait Yin Yang, qui était une espèce de truc qui faisait 4 mètres sur 4, c'était énorme, quoi. Et à un moment, j'ai dit à Fowler, mais il y a une chose, c'est que vous avez cette machine supraconductrice, tout d'un coup, si elle cesse d'être supraconductrice, il y a une énergie phénoménale là-dedans, hein, et ça devient une bombe, ça vous explose à la gueule. Et il a fait cette remarque, les gens, je crois qu'ils ont besoin d'un petit côté humoristique pour se souvenir des choses. Il m'a fait cette réplique, il m'a dit, vous savez, en science, c'est souvent plus une question de courage que d'intelligence. Et c'est vrai, donc un aimant supraconducteur, ça peut avoir des processus destructifs catastrophiques. Donc vous avez vu le CERN, ça pète, quoi. Bon, alors, si ça ne casse que l'aimant, c'est un moindre mal, mais vous avez aussi autre chose. Quand vous prenez votre ITER, vous avez la première paroi, le first wall, le truc qui vraiment est en contact avec le plasma hyper chaud. Et actuellement, on se demande, on a fait un choix, on a pris du beryllium. Hein. Le beryllium, c'est un métal qui a la propriété d'être le plus léger possible. Le problème, c'est qu'il faut éviter pour votre lectorat... rentrer trop dans les détails. Dans les détails. Mais disons que le beryllium, on le prend pour des propriétés particulières, parce qu'il est évident que les atomes d'hydrogène vont arracher des atomes. Donc il va arracher les atomes de beryllium. Au début, on avait essayé le carbone. Le carbone, c'est bien, ça tient assez à des hautes températures. Je crois qu'il sublime à 2500 degrés, quoi. Donc on arrive vraiment à bien tenir le coup. Pourquoi on a abandonné le carbone? Parce que le carbone, c'est une pompe à hydrogène. Il absorbe l'hydrogène, et alors que s'il absorbe de l'hydrogène léger, c'est rien, s'il absorbe du deutérium, c'est rien, mais s'il absorbe le tritium, il devient radioactif. Donc on a laissé tomber le carbone, parce que sinon on avait du carbone radioactif. Donc excite le carbone. Alors à ce moment-là, on a pris du beryllium qui lui n'a pas cette propriété. Mais le beryllium, donc on va arracher des atomes de beryllium, et puis supposons qu'il se passe quelque chose de catastrophique, qu'il y ait du beryllium qui se promène. Ben, le beryllium, il est hyper toxique. Il vous donne une maladie qui s'appelle la berylliose, qui est une maladie pulmonaire inguérissable, une maladie professionnelle. Disons que s'il y a quelqu'un qui usine des trucs avec du beryllium, s'il n'a pas un masque qui l'alimente en oxygène complètement autonome, et s'il respire du beryllium, il est mort, quoi, c'est tout. Bon, ensuite, le beryllium, c'est cancérigène, enfin, ça a toutes les vertus. Donc déjà, vous voyez, la première partie, la paroi d'ITER, c'est une saloperie. Alors, les gens d'ITER disent, mais ITER, c'est pas dangereux, vous comprenez. Il peut pas y arriver des choses comme Tchernobyl, parce que si jamais ça pète, eh bien, la réaction nucléaire s'arrête. Tout à fait d'accord. Ça s'arrête, sauf qu'il y a 3 kg de tritium qui sont relâchés dans la nature. Et à ce moment-là, on pourrait dire, oui, pas grave, bon, ça va se diluer, tout ça. Puis comme disent les polytechniciens, le tritium, ça monte, c'est léger, c'est de l'hydrogène. On pourrait encore revenir, quand on connaît un peu l'aérologie, on sait par exemple que quand il y a un régime d'onde, ça peut plaquer le tritium sur le sol, c'est tout simplement bon. Alors, donc, s'il y a une explosion, hydrogène, deutérium, tritium, c'est pas très grave. Mais qu'est-ce qu'on fait de la paroi? Qu'est-ce qu'on fait de cette poussière de beryllium qui va intoxiquer toute la région? Hein, bon, alors c'est pas fini, parce que derrière, il y a la couverture tritigène. Tritigène, ça veut dire qu'il fabrique du tritium. Il faut refabriquer du tritium. Et qu'est-ce qui fabrique du tritium? C'est le lithium. Le lithium, on prend du lithium 6, qui a 6 nucléons, et à ce moment-là, on lui envoie un neutron, il fait 7, et à ce moment-là, il fait 4 et 3, il fait un hélium et un tritium. Autrement dit, en bombardant le lithium avec des neutrons, il refabrique le tritium. Donc c'est un surgénérateur. Alors il y a une chose qu'il faut remarquer, qui est assez amusante, c'est que quand on prend le deutérium tritium, on va peut-être dire que c'est de la fusion. Mais quand on prend le neutron qui tape dans le lithium, c'est de la fission. Donc en fait, on est revenu en arrière. En fait. Oui, on fait de la fission. Alors évidemment, ça fabrique de l'hélium qui lui n'est pas dangereux et du tritium qui l'est, mais on récupère le tritium. Mais alors, il faut voir une chose, c'est que le lithium, ça fond à 220 degrés.
ça se vaporise à 1280 degrés. Et ça brûle comme le magnésium. Vous avez déjà vu du magnésium? Vous vous rappelez le grand-papa qui était là avec le magnésium qu'on mettait sur le truc, et fouf, ça faisait une fumée. Alors, c'est ce que j'ai dit à Michel Rivasi et à Jean-Marie Brome. Il faudrait faire une émission de télévision pour frapper un peu l'opinion. Et pour frapper l'opinion, il faut leur montrer des choses aux gens. En disant, vous voyez, là, j'ai une petite cuillère dans laquelle il y a du lithium. Hein. Et ce lithium, c'est ce qui va constituer la couverture fertile qu'on mettra, il y en aura des tonnes et des tonnes autour de l'ITER. l'ITER, c'est 1500 mètres cubes, c'est 1000 mètres carrés de surface, c'est gros un machin pareil. Et on va mettre du lithium. Alors le lithium, je vais vous montrer. Je prends une allumette, vous savez, les grandes allumettes en bois, et puis je l'approche, qu'est-ce qui se passe? Ça fait une grande flamme blanche, vous voyez, ça brûle comme le... Alors, ah oui, à ce moment, on dit, bah, peut-être on peut l'arroser. Bah, deuxième expérience. Alors là, on fait venir 2 gars avec des combinaisons, parce que c'est dangereux, il va y avoir des projections. Donc là, on a fait venir sur le plateau 2 types avec tout ce qu'il faut pour pas risquer quoi que ce soit. Le premier, il a la petite cuillère avec le lithium. Le second, il a l'allumette. Et le troisième, il a un pchip-pchip pour mettre de l'eau. Hein. Alors ça, c'est le pompier de Cadarache qui vient pour arroser le lithium. Alors, 1, je mets le feu au lithium. 2, j'arrose. Boum, ça explose. Ben oui. Il y a un truc, c'est que le lithium, si vous l'arrosez, il devient un explosif. Ouais. Donc, on va vivre avec ça. Alors, donc, vous avez une structure où vous avez un côté une paroi avec de l'autre côté 150 millions de degrés ou 100 millions de degrés. Hein. Et puis, vous avez la couverture tritigène qui fait ça d'épaisseur. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'élément supraconducteur qui est à 3 degrés absolus. Et tout ça, ça cohabite. Hein. Alors, imaginez... on a, à mon avis, le scénario apocalyptique, il existe pour ITER. Ça, les gens ne savent pas. Pour résumer un peu, vous nous dites que c'est un puissant fonds financier, ce n'est pas efficace en termes énergétiques, et c'est dangereux. Alors pourquoi Très on dangereux. le fait? Mais parce que c'est une machine Afrique. C'est parti de la rêverie de 2 hommes politiques qui sont Reagan et Gorbatchev. Ces gens-là, ça atterrit en France. Ben, ça atterrit dans le monde entier, puis ça atterrit en Angleterre aussi. Reagan et Gorbatchev se sont réunis, ils ont dit, ah, si on faisait de l'atome pacifique. Alors à ce moment-là, vous savez, c'est comme disait De Gaulle, la tendance suivra. Est-ce que vous pourriez nous faire de l'atome pacifique? Ah ben, si vous donnez beaucoup d'argent, on peut vous faire n'importe quoi. Donc à ce moment-là, faites-nous de l'atome pacifique. Donc l'argent est arrivé, et puis on a créé des choses. Et là, actuellement, vous prenez ITER, il faudrait l'arrêter. Mais si vous allez là-bas, vous avez des bulldozers qui ont déjà créé des trucs, des routes. C'est comme si vous essayez d'arrêter un TGV, quoi. Je veux dire, les gens, ils ont déjà la valise, ils ont déjà loué les maisons près des villages environnants. Ils se sont déjà fait construire des trucs. On a déjà nommé un directeur, un sous-directeur, etc. Moi, j'ai fait du vol à voile l'année dernière avec un gars qui travaille sur ITER, qui s'occupe de l'installation des infrastructures, comme ça. Et en vol à voile, lui, c'est un type assez calé, moi aussi, je vole, bon. Ben, vous savez qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'onde, je ne sais pas si vous connaissez, et Vidon-sur-Verdon, qui est à côté, qui est à quelques kilomètres d'ITER, c'est un endroit le plus réputé au monde pour l'onde. Vous avez des collines, et puis vous avez le Mistral. Et quand le Mistral souffle, eh bien, la masse d'air se met à onduler comme ça. Et à ce moment-là, c'est merveilleux. Moi, j'ai fait de l'onde l'année dernière, c'est extraordinaire. On se monte à 6 mètres secondes, on va à des altitudes extraordinaires, c'est formidable. Mais cette onde, elle a aussi une propriété, c'est qu'elle fait des rouleaux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans cette masse d'air, il y a des masses d'air qui sont plaquées au sol. Donc autrement dit, si, c'est ce que m'a dit le gars, il m'a dit, bon, bah, quand on aura fait des expériences avec le tokamak, quand il aura été pollué par des atomes, on va lâcher ça dans l'atmosphère, on va mettre une cheminée, et puis chouf, on va lâcher ça dans l'atmosphère. Parce que les polytechniciens se sont dit, l'hydrogène, ça monte. Donc il n'y a pas de problème. Seulement si un jour ils sont en régime d'onde, la fumée de la cheminée, elle va tomber vers le sol. Elle va polluer le sol, et puis éventuellement, elle va polluer des nappes d'eau. Il y a le lac Sainte-Croix qui est à côté, il y a des retenues d'eau douce qui vont... Alors un jour on dira, ah c'est emmerdant, on a pollué au tritium la réserve d'eau douce de Marseille. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, à ce moment-là, on va finir par dire, mais vous savez... Cette pollution, quand même, est très en dessous des seuils qui permettent d'avoir des... Voilà, on apprend ça, que c'est en dessous des problèmes de santé publique, quoi. Vous savez, on va pinailler sur des millicées vertes, etc. Alors, je vous donne, par exemple, un exemple que j'ai... Après, on passera aux solutions? Oui, exactement. Un exemple que j'ai rajouté sur mon site, quoi, hier ou ce matin. J'ai pris un petit document audio qui était sur France Inter. Alors, effectivement, on commence par interviewer des gens qui vous disent, vous savez, les travailleurs du
du nucléaire, ils sont très équipés, ils ont un compteur qui leur permet de mesurer ceci, cela. Donc au cours de leur vie, on se débrouille pour qu'ils n'absorbent pas plus de temps et tout ça, on a des normes. Mais qui fait ces normes? Le nucléaire. Et il y a une chercheuse de l'INSERM qui dit, bah écoutez, l'INSERM, c'est la recherche médicale du CNRS. Elle a dit, moi j'ai fait une étude épidémiologique, hein, j'ai regardé, j'ai pris des gens qui avaient travaillé dans le nucléaire et j'ai pris une autre population. Eh bien les gens qui ont travaillé sur le nucléaire, ils ont 2 fois plus de cancer que les autres. Hein. Donc, qui a fait ces normes? Qu'est-ce qu'il fallait faire comme normes? Pourtant, ils étaient dans les normes, les gars. Ils ont tous eu 2 fois plus de cancer, mais ils avaient bien été irradiés. Vous voyez, bon. Alors maintenant, on pourrait dire, c'est vrai que le problème est important, parce que là-dedans, vous avez donc découvert une chose, c'est qu'à cause de la présence du lithium, le lithium, mais le lithium, il est liquide, il est mélangé à du plomb. Hein. Le plomb, c'est quoi? C'est le saturnisme. Alors, je peux vous imaginer... Ça, c'est à ITER, toujours? Toujours à ITER. À ITER, tout d'un coup, catastrophe. Catastrophe pour une raison quelconque, il y a quelque chose qui pète. Alors, quelque chose qui pète, pof, le deutérium tritium est lâché dans la nature. Ça, c'est moindre mal. Mais ensuite, vous avez le beryllium. Ah, vous avez de la poussière de beryllium qui s'en va dans toute la région. Hein, et à ce moment-là, berylliose, cancer, etc. Ensuite, vous avez le lithium, pareil. Regardez dans les encyclopédies, c'est une horreur, le lithium. Il y a tout ce qu'on peut attraper avec le lithium, c'est merveilleux, quoi. Il y a toutes les maladies possibles et imaginables. Ensuite, en prime, vous avez le plomb. Vous savez que le plomb, ça donne le saturnisme. Donc, vous avez un ensemble, une fois. En plus, il y a le tritium qu'on avait déjà fabriqué. Vous avez une palette de toxiques là-dedans. Je vous raconte pas, quoi. Alors dire que c'est pas dangereux, c'est de la blague. Passons aux solutions. Alors effectivement, parce que toutes ces questions énergétiques, elles sont fondamentales, mais elles touchent évidemment aux politiques, puisque toute nation qui se respecte cherche son indépendance énergétique. Exactement. Et c'était pour cela notamment qu'on a développé le nucléaire aussi, c'est pas que pour la bombe. Alors donc, vous nous dites, il existe une fusion propre, il existe des solutions. Alors, ça c'est le premier discours. Le premier discours, c'est, on va faire, je dirais presque une parenthèse, parce que je dirais moi que j'y crois plus, je vous expliquerai pourquoi. Disons qu'en 2004-2005, c'est assez amusant parce que on va parler donc de cette Z-machine, et en fait cette Z-machine, je l'ai vue en 1976. Je connaissais bien Jonas. Bon, j'étais jeune chercheur. Vous pouvez expliquer ce qu'est la Z-machine? Alors, disons qu'à l'époque, en 76, tout le monde essayait de faire de la fusion. Hein. Il y avait donc la fusion par laser. Je connaissais Alstrom qui a monté les manips Shiva. Vous savez, à ce moment-là, on met plein de lasers et puis on focalise ça sur une petite bille, on essaie d'avoir une très forte température, etc. C'était vraiment le soleil dans une bille, quoi. Bon. Et puis, si vous faisiez quelques kilomètres, vous aviez Alstrom était à Livermore et en Californie, et au Nouveau-Mexique, Sandia est au Nouveau-Mexique. Donc je visite le Nouveau-Mexique. Là encore, j'aurais des anecdotes à vous raconter qui sont succulentes, mais ça nous prendrait quand même trop de temps. Bon, alors donc je vois, disons que la Z-machine, c'est une sorte de camembert qui fait 30 mètres de diamètre. Et l'idée de Jonas, c'était d'envoyer des faisceaux d'électrons sur une cible pour essayer de faire la fusion. Et il n'a jamais réussi parce qu'il n'arrivait pas à focaliser ses électrons. Mais à cause de ça, il a été amené à créer un générateur qui était unique au monde à l'époque, qui créait un courant de 18 millions d'ampères. Alors 18 millions d'ampères, ça paraît énorme, mais non, c'est relativement facile à faire. Mais là où il était vraiment futé, c'est que c'était pendant très peu de temps, un dixième de microseconde. C'est ça qui était important. Et pour arriver à avoir un temps aussi bref, son réacteur, ça ressemblait à une piscine. Vous avez peut-être vu des photos, on en voit sur Futura Science. La machine, la Z-machine, c'est un truc avec de l'eau comme ça. Pourquoi de l'eau? Parce qu'on s'en sert comme bille électrique et ça permet de comprimer l'impulsion. De passer d'une microseconde, qui est 1 millième de seconde, on divise le temps par 10. Et la division de ce temps par 10, c'est très important. Bon, Jonas faisait ça pour une autre raison. Et puis alors, ma foi, en 76, c'était la fusion pour demain, la fusion pour la semaine prochaine, la fusion pendant 10 ans, la fusion pour les années 80. Et puis le temps a passé, Jonas a vieilli, il a les cheveux qui sont devenus blancs, etc. Et tout, on est tous devenus très vieux. Et puis un jour, on disait à Jonas, alors qu'est-ce que tu fais de ta Z-machine? Bah, franchement, je crois que la fusion s'est loupée. Bon, on va peut-être essayer d'utiliser une autre solution. Il y a beaucoup de courant. À ce moment-là,
on peut faire une chose, c'est qu'on prend ce qu'on appelle un liner. Un liner, c'est simplement un petit cylindre en cuivre. Et s'il faut passer du courant dans ce 18 millions d'ampères dans ce cylindre, les gens qui connaissent l'électromagnétisme diront le cylindre il tend à se comprimer. Alors s'il tend à se comprimer, malheureusement il y a des instabilités MHD. Et si j'avais un cylindre en papier, je pourrais vous montrer, vous prenez un cylindre en papier comme ça, et vous le comprimez, c'est à peu près ce que ça donnait. C'est-à-dire que la compression c'est dégueulasse. Vraiment, ça se comprime, bon, un peu, mais vraiment c'est pas ça. Et puis tout d'un coup, il y a un Russe qui s'appelle Smirnov, que je connais, qui est directeur du département de fusion de l'Institut Kurchatov. Kurchatov, vous savez, c'est l'inventeur de la bombe atomique russe. Donc l'Institut Kurchatov, c'est l'Institut des hautes températures de Moscou, c'est the big institut du nucléaire, de la fusion. C'est là où tout a été créé. Les Russes sont des gens géniaux, ils ont des idées. Ce que les Américains souvent n'ont pas. Et oui, ils ont des idées. Et à ce moment-là, c'est vrai que quand on a un cylindre en cuivre, c'est instable parce que le courant passe dans tous les sens. Et à ce moment-là, Smirnov a dit on va remplacer le cylindre par petits fils. Mettez une petite cage avec des petits fils. Alors on a mis 250 fils. Et effectivement, ces fils, on obtient une compression bien plus efficace parce que le courant ne peut pas se passer latéralement. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Pourquoi on me croit. Et à ce moment-là, Jonas a dit bon, on a une cage à serin, ça ressemble exactement à une cage à serin. Au centre, on va mettre un cylindre en polystyrène, on va le comprimer, et à ce moment-là, ça va faire des rayons X. Et pourquoi faire des rayons X? Eh bien, pour tester les armes antimissiles, parce que vous savez que les armes nucléaires qui arrivent, comment on fait pour s'en procurer? On fait éclater une bombe atomique dans le vide, et à ce moment-là, elle crée une dégelée de rayons X terrible, et à ce moment-là, elle peut griller les électroniques des ogives qui arrivent. Donc à ce moment-là, les militaires font ce qu'on appelle durcir les ogives, c'est-à-dire comment faire pour faire des ogives qui résistent aux rayons X. Alors à ce moment-là, l'engin de Jonas, c'était un générateur à rayons X. Le générateur lui-même n'avait rien de secret, les étudiants rentraient, passaient, faisaient des thèses, etc. Puis de temps en temps, on fermait les portes à clé, il y avait un militaire qui arrivait avec une petite valise, avec une ogive, on mettait de la petite ogive à côté du truc, boum, on faisait un essai, puis il repartait en disant, on va voir s'il avait tenu et tout ça. Donc c'était un testeur d'ogives nucléaires. Et puis un jour, il y avait un assistant de Jonas qui s'appelle Chris Diney, qui a une idée, mais vous voyez, les grandes découvertes scientifiques, ça se fait très souvent par hasard. Il a eu une idée, il s'est dit, tiens, si j'enlève le cylindre polystyrène pour voir ce que ça donne. Et là, il s'est passé une chose que personne n'avait prévue, c'est 250 fils, ils ont donné un cordon de plasma d'1,5 mm. Et la température est montée à 3 milliards de degrés. À combien? 3 milliards. Alors, 3 milliards. Eh oui, c'est ça. Ça représente quoi cette température? Ça représente quelque chose de très important. Dans le Soleil, il y a 20 millions de degrés. La fusion, ça se fait lentement, c'est une petite chaudière, comme ça, à 20 millions de degrés. Dans un tokamak, il y a 100 millions de degrés. Dans une bombe à hydrogène, il y a 500 ou 700 millions de degrés. Et là-dedans, il y a 3 milliards. C'est-à-dire qu'on a 7 fois la température dans une boule de feu de gaz à hydrogène, de bombe à hydrogène. C'est incroyable. Alors on peut dire, mais c'est formidable. Qu'est-ce que je fais avec une telle température? Eh bien là est l'élément clé, c'est que quand vous faites de la chimie c'est souvent A plus B donne C plus D, plus d'énergie, moins d'énergie, etc. La fusion c'est pareil, la fusion, le nucléaire, c'est de la chimie des noyaux. Je prends tel truc, je mélange, j'obtiens tel truc, sauf que c'est des noyaux. Bon, eh ben, quand vous prenez deutérium, tritium, ça vous donne hélium, neutron, c'est une réaction nucléaire, mais c'est comme une réaction chimique, il y a des produits de réaction. Bon, il y a une réaction mythique auquel les gens rêvent, et j'en avais parlé à Livermore en 76 quand j'étais allé, mais les types m'avaient dit oui, mais ça c'est de la science-fiction, c'est bore-hydrogène. Bore-hydrogène, le bore c'est 7, l'hydrogène c'est 1. 7 et 1, 8, ça fait 2 héliums et pas de neutrons. Donc c'est une réaction non neutronigène. Mais c'est l'âge d'or, un truc pareil. Pourquoi? Parce que les neutrons, c'est ça qui fout la merde, c'est ça qui crée la radioactivité. Et en plus, vous vous rendez compte, les produits de réaction, c'est de l'hélium. Ici, à jour, peut-être dans ma maison, il y aura un truc de la taille de mon chiotte, et vous me direz qu'est-ce que c'est? Ah bah ça c'est mon réacteur nucléaire à fusion. Ah bon? Oui, là c'est du bore hydrogène. Alors qu'est-ce que vous faites des déchets? Ah bon, on gonfle des ballons pour les gosses, quoi. On s'amuse beaucoup, quoi. Voilà, vous voyez? C'est le rêve en fait. Ah oui, et ça c'est décrit dans ma bande dessinée,
énergétiquement vôtre, vous pourrez citer l'adresse, etc. Comme ça, les gens trouveront ça. Donc c'est théoriquement possible, si on arrive à 1 milliard de degrés, d'arriver à cette... Alors là, on arrive à 3 milliards. Donc. Déjà, on est large. Ouais. Maintenant, il y a des gens qui diront, oui, mais vous comprenez, il y a le critère de l'ozone, il faut réussir à confiner pendant un certain temps. Mais oui, mais on a déjà la température. Les tokamaks, ça a commencé à marcher que quand on a eu 100 millions de degrés. Vous avez par exemple Thor-Supra, ça fait quelques dizaines de millions de degrés. On n'a pas la température de seuil, ça sert à rien. Il n'y a pas de fusion. C'est pas la peine d'attendre que la fusion se produise. Elle se produit pas. La température est pas bonne. Alors concrètement, est-ce que ça veut dire que, comme vous le dites, chacun dans 10 ou 20 ans, si cette technologie se développe, pourra avoir son réacteur nucléaire? Je ne donne pas de chiffres, mais je dirais la chose suivante, c'est que la physique nucléaire, elle est à ses débuts, et en faisant la fission ou en faisant la fusion, on bricole avec des conneries. Il y a bien mieux. Et un jour, si un jour, mon Dieu, si Dieu nous prête vie, on réussit à maîtriser cette fusion pure, cette fusion aneutronique, il n'y aura plus de fission, il n'y aura plus de tokamak. Mais est-ce qu'on en est loin? Parce que ce que vous dites, vraiment c'est à portée de main, non? Si on a déjà... c'est à portée de main. Vous savez, il y a une chose, je vais vous dire, qui est un chiffre. C'est 500 fois moins cher qu'ITER. Donc même si on disait ça va marcher dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, moi je serais ministre de la Recherche, je dirais mettez de l'argent dans le lieu là-dedans. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec un ami qui était ancien, qui était à la retraite, qui était un ancien spécialiste du nucléaire. On a mené une campagne. Et quand on a mené une campagne, on a essayé d'avoir de l'aide. C'était quand ? C'était en 2007-2008. Moi, j'ai commencé tout de suite à accrocher au travail parce que c'est mon ami Malcolm Heinz avec qui j'étais jeune chercheur, et Heinz a fait un papier dans Physical Review Letters qui s'appelle Over 2 billion degrees. Plus de 2 milliards de degrés, c'est quand même quelque chose. En fait, il y avait 3 milliards 7, mais bon, il n'a pas osé mettre plus de 3 milliards, ça faisait trop. Il a mis 2 milliards de degrés. Bon, cet article-là, moi, j'ai percuté dessus tout de suite. J'ai fait une analyse de ce truc-là qui se trouve sur mon site, et il y en a toute une tartine. Et je peux vous dire que les gens qui se réunissent pour discuter de la fusion pure, ils ont lu mon article dans Internet. C'est là que se trouvent les meilleurs. D'ailleurs, on s'en sert aussi pour Wikipédia, quoi, disons. Hein. Bon, donc là-dedans, c'est vrai qu'il y a une perspective phénoménal, mais c'est pas comme ITER. D'abord, c'est pas dangereux, ça crée pas de ceci, ça crée pas de cela, et ça coûte pas cher, parce que le 500e d'ITER, c'est pas ITER. Mais ça pourrait pas exploser, par exemple? Non, ça peut pas exploser, c'est un truc, on a des condensateurs, boum, on fait une compression. Et là, il y a une chose très simple, vous avez une voiture, j'imagine peut-être que c'est un diesel, hein, c'est un moteur à explosion, c'est pas une machine à vapeur. Vous avez 1000 degrés pendant un millième de seconde, vous comprimez, combustion, et boum, après ça se détend. Eh bien, la machine dérivée de cette fusion pure, ce serait une fusion impulsionnelle. Et moi, je dis, si un jour on maîtrise la fusion, ce sera de manière impulsionnelle. Or, c'est pas le cas d'ITER. ITER, retenez bien cette phrase, elle résume tout. C'est la machine à vapeur du 3e millénaire. C'est le fardier de Cugnot, quoi. C'est tout. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez d'autres solutions que celle-ci pour produire de l'énergie en grande quantité, comme on peut en avoir besoin? Alors, là, d'abord, il y a une chose, si vous voulez, là-dedans, c'est que moi, je me suis intéressé à ce truc-là, et je suis allé dans un congrès international en Lituanie, à Vilnius, qui était un congrès de MHD, sur les hautes puissances pulsées, donc sur ces trucs-là. Et le jour où j'arrive, je vois une table où il y avait une place avec deux gars. Je dis, est-ce que je peux manger avec vous? Oui, oui. C'était Madsen et Mackie, les deux responsables de la Z-Machine. Et ils venaient de changer, de moderniser cette machine. Elle était passée de 18 millions d'ampères à 26 millions. Donc il y avait déjà 3,7 milliards. Ils devaient normalement avoir 8 milliards de degrés. Donc moi j'arrive et je leur dis, alors combien avez-vous obtenu avec cette nouvelle machine? Ils ont tiré une gueule de 6 pieds de long. Ils m'ont dit non, ce que dit Malcolm Heinz, c'est complètement faux, on n'a pas obtenu ces températures-là, ils ont désinformé. Alors moi, je regardais, je dis, je comprends pas. Donc j'ai discuté un peu science avec eux, rapidement, ils étaient en perdition tous les deux. Alors ils ont été chercher un gars, Roscous, qui était un Israélien qui s'appelait Itzhak Maron, qui était à l'Institut Weizmann, et ils ont dit, Itzhak Maron, il a trouvé des conneries dans le papier de Heinz. Je dis, ok, envoyez-lui un mail. Donc à ce moment devant moi, de Lituanie, ils ont envoyé un mail à Maron en disant, on est avec un Français, il veut savoir. En plus, il y a un truc, c'est qu'ils m'ont dit, vous avez rencontré Jonas? Oui.
Comment ça? En 76. Et ils ont dit, ah, on était étudiants. Bon, vous savez, je fais plus jeune que mon âge, donc j'étais face à deux types qui sucraient des fraises et qui avaient 10 ans de moins que moi. C'était gênant, quoi. Bon. Puis en plus, j'avais connu Jonas, j'étais tu à toi. Alors le truc qu'ils ont fait, c'est dans la demi-heure qui suivit, ils ont téléphoné à Jonas. Ils lui ont dit, on est tombé sur un Français qui débarque de la Lune, qui nous pose des questions, qui nous emmerde. Comment il s'appelle ce Français? Il s'appelle Jean-Pierre Petit. Ah, a dit Jonas, vous savez pas sur qui vous êtes tombé. C'est le bâton merdeux par excellence. Donc le lendemain, ils étaient tous sourires parce que Jonas leur a dit, faites gaffe, ce que vous allez dire, il va s'en servir. Bon, hein, alors attention. Alors donc ils m'ont dirigé vers Maronne et ils ont envoyé le mail. Et le lendemain, je leur dis, bon, alors Maronne vous a répondu, oui, ils me disent des types, mais on préfère pas trop publier quelque chose comme ça là pour le moment. Je dis, mais vous allez me montrer son mail. Non, non, il nous a répondu par téléphone. Mes genoux, c'est de la foutaise. Donc déjà, alors le lendemain, Matt Z fait une présentation de la Z-Machine en salle devant un congrès où il y avait 400 personnes, quoi. Moi, je me mets au premier rang. Il parle de la Z-Machine et il parle uniquement des aspects techniques, on voit des belles photos, etc. Moi, je prends le micro, je dis oui, écoutez, j'aimerais poser une question. On a eu des conversations privées dans les jours précédents et je pense que je vais poser une question dans laquelle tous les gens qui sont dans le congrès aimeraient avoir une réponse. Quelle température avez-vous obtenue en 2005? Le type est devenu blanc comme la table. Il a dit « This is a good question ». Et le Sherman a jeté l'éponge. Bon, du coup, je suis devenu la bête noire des Américains. 2 ans après, c'est tous les 2 ans ces colloques sur le dos de puissance pulsée, c'était donc en septembre 2010. Ça vaut le coup d'être raconté parce que ça vous montre jusqu'où ça va. Il y avait une session et je suis venu là-bas, on en parlera d'ailleurs, j'étais venu avec mon ami Doré, on était venu présenter des travaux expérimentaux. Figurez-vous qu'on a fait des travaux expérimentaux d'imagerie dans un garage. Seulement, c'est des travaux qui sont sophistiqués, quoique pas chers. Et le truc, c'est que quand je suis arrivé, Doré m'a dit, vous savez pas, ils nous ont mis dans la session des Z-Machines. C'était comme mettre deux moustiques au milieu des éléphants, au point de vue des intensités, quoi. Eux, ils avaient des dizaines de millions d'ampères, nous, on marchait avec 3 fois rien. Bon. Et donc, dans cette session, il y avait un type qui s'appelait Zidgar, qui était censé présenter les résultats de la Z-Machine. Et à ce moment-là, en fait, il nous avait mis là-dedans en disant, petit, il lui rentrera dans les plumes. Nous, on n'osera pas, mais lui, il le fera. Bon, c'est pour ça qu'il m'a mis là-dedans. Et au moment où c'est à Zidgar de parler, le Sherman dit, est-ce que Zidgar est là? Non, il n'est pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a oublié l'heure, etc. Et il y a un mec de Sandia qui s'appelle Oliver qui vient et qui dit, non, il n'est pas là, son père est malade. Bon, alors à ce moment-là, le Sherman lève la séance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Son père est malade? Bon Dieu, dans ces trucs-là, il y avait 12 signataires dans le papier, Sandia a du fric, même s'il y a quelque chose qui se produit 24 heures avant, on prend n'importe quel type en disant tu prends l'avion en première classe avec supplément, tu vas au congrès, c'est pas possible. On va vérifier au secrétariat avec Doré, il n'était pas inscrit. Autrement dit, 3 mois avant, il savait que son père allait tomber malade. Bon, autrement dit, Zidgar n'est pas venu parce que j'étais là. Il a eu la trouille. Ah, moi, je lui aurais rentré dans les plus bien, quoi. Hein. Alors revenons si vous voulez bien aux solutions. Non, je reste encore là-dedans parce que le 6 juin, dans quelques jours, il va y avoir un congrès sur les Z-Machines à Biarritz. Hein. Il n'y aura pas un seul journaliste scientifique français qui ira parce que eux, ils se contentent de lire les comités de presse. Heinz viendra. Hein. Et donc, comme Malcolm Heinz viendra pour défendre son truc, moi je viendrai aussi. Et je veux dire que ce type-là, il a mon âge, mais les autres disent, vous savez, Heinz, il est vieux, il a écrit n'importe quoi. C'est pas vrai. Si jamais il est là et qu'on est là tous les deux, les autres, on les écrabouille tous les deux. Parce que ce type, bon sang, il a 75 balais, on le prend pour un con. Hein. Et c'est un grand théoricien. Et en face, il y a... Et pourquoi est-ce qu'ils les informent? Parce qu'ils font des bombes à fusion pure, les Américains. C'est-à-dire que dans une bombe atomique, une bombe à hydrogène, vous avez besoin d'une bomba comme allumette. Et la bomba, on ne sait pas faire des bombas qui font moins de 300 tonnes de TNT d'équivalent. Donc c'est la monstruosité de l'arme qui fait qu'on ne l'emploie pas. Et puis les déchets. Tandis que là, si vous faites une bombe à bord hydrogène, c'est une bombe verte, ça crée de l'hélium. Donc on va les utiliser. Et en plus, c'est miniaturisable. Vous savez, quand on voit Schwarzenegger qui tire sur un autobus et qui le pulvérise avec une balle, je vous jure que ça existera. Des bombes à fusion pure qui seront dans un barillet de revolver. Parce que celui qui a ça, en gros, il domine le monde.
c'est clair. Et pourquoi nous on le ferait pas alors? Pourquoi? Ah, mais attendez, on a notre Z-Machine en France, à Gramma, qui s'appelle le Sphinx, hein, et les militaires français aimeraient bien faire quelque chose. Alors, c'est vrai que j'ai voulu rencontrer Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, pour elle, Maxwell, c'est l'inventeur du café, vous voyez. Donc, j'ai rencontré son adjoint scientifique, et qui s'appelle De Piret. Et De Piret, j'ai essayé de lui expliquer un peu ce que c'était que la Z-Machine. Il est gentil, mais il n'a pas compris, quoi. C'est un jeune, quoi, voilà. Hein. Et je suis arrivé au ministère de l'Industrie, où j'ai rencontré De Piret, et je lui dis, voilà, j'ai une lettre de Smirnov. Smirnov, très, très diplomatique, dit qu'il est tout à fait pourritaire, mais quand même, si on faisait un petit peu de Z-Machine, ce serait pas mal, quoi. Vous voyez, c'est la souris à côté de l'éléphant, quoi. Bon. Et Smirnov m'a envoyé cette lettre sans destinataire. Il ne peut pas me l'envoyer à moi. Moi, je ne suis pas crédible, je n'ai pas de couverture. Il faut que ce soit envoyé à un ministre. Enfin, alors, envoyer ça au CEA, c'est pas la peine. Les types diront, je ne veux pas recevoir une lettre pareille. Donc, j'ai dit à Pécresse, si votre patronne était d'accord pour recevoir cette lettre, Smirnov lui envoie demain. Jamais eu d'écho. Elle a demandé aux nucléocrates, il y a même des gens qui les appellent les nucléopathes, je trouve que c'est pas mal. Hein. Bon, ils ont dit non, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Non mais ce truc-là, d'une part, il y a un espoir fantastique là-dedans, mais comme d'habitude, c'est comme le nucléaire, on fait des bombes. Et je me rappelle ce que m'avait dit Christian Nazet, qui était l'ancien responsable de l'instrumentation à Mururoa, rien ne se fera en France sans l'aval de l'armée. D'abord l'armée, après l'énergie on voit. Donc les bombes d'abord, l'énergie ensuite. Donc c'est pour ça que c'est foutu. Parce que ce sera comme ça en États-Unis, peut-être en Russie aussi ou en France, les bombes d'abord. Il y a un intérêt stratégique tel que on met le boisseau là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est passionnant. Moi j'ai cru, je suis scientifique de haut niveau, poids lourd, j'ai cru que la science poussée dans ces extrêmes allait apporter des solutions. Je vois une chose, c'est qu'on fait des manipulations génétiques, résultat on fait des OGM, on fout la merde. Hein. On fait du nucléaire, on fout la merde aussi. Alors c'est pour ça qu'on va passer à cette partie-là qui va vous surprendre. Les solutions des humains actuellement pour l'énergie, c'est presque un retour au 19e siècle. Alors allez-y. Alors on y va. Bon. Alors on y va, c'est vrai, j'ai rencontré Michel Rivasi, j'ai passé 1 heure avec elle en discutant, elle ne savait pas ça. Alors, par exemple, prenez le solaire. Alors le solaire, soit vous avez le capteur solaire qui vous permet de chauffer votre baignoire, ça c'est le solaire domestique, quoi, c'est gentillet. Alors c'est vrai que s'il y en avait plein, on ferait des économies, tout ça. Mais justement, dans cette espèce de position écologique, il y a une position qui est il faut économiser, il faut mieux gérer l'énergie. Moi je dis il faut aussi la produire massivement, parce que vous n'allez pas dire ça aux Chinois, aux Indiens, ils en ont rien à foutre. Les Chinois, ils sont prêts à produire 30 réacteurs nucléaires par an, parce qu'ils ont besoin d'énergie. Hein. Or l'énergie, c'est autrement qu'il faut aller la chercher. Alors vous avez une installation en Espagne, je prends ça au hasard, par exemple, c'est Andasol. Hein. Andasol, tenez, par exemple, là, on voit une photo, vous la mettrez peut-être mieux, hein, on voit, c'est des miroirs paraboliques en tôle, c'est de la tôle réfléchissante. Hein. Il n'y a pas de produits stratégiques, de trucs qu'on doit importer. Vous avez de la ferraille, c'est très bien, vous savez faire de la tôle, pas mal. Et c'est vrai que quand j'étais assis avec Michel Rivasi, il y a un type qui est arrivé qui m'a dit est-ce qu'on sait fabriquer des miroirs comme ça? Je dis, mais c'est pas les miroirs de Hubble, on les plie, c'est tout, nom de Dieu, c'est rien. Hein. Alors, les Espagnols ont fait des miroirs qui font 6-10 mètres de large, 300 mètres de long, ils en ont mis sur 100 hectares, et avec ça, vous voyez que sur ces miroirs ici, vous avez le foyer, dans ce foyer, eh bien, vous concentrez la chaleur. Mais avec des miroirs pareils, vous avez 400 degrés. Et comme vous avez un fluide caloporteur, vous avez de l'eau pressurisée à 400 degrés, derrière, vous avez exactement ce qu'on met au cul d'un réacteur nucléaire. Le réacteur nucléaire fait de la chaleur, puis après, bah, vous avez une turbine à gaz, un alternateur, etc. Et vous envoyez ça dans le secteur. Ça, c'est en Espagne où il y a beaucoup de soleil. Est-ce qu'en France, ça pourrait être dupliqué? Mais bien sûr, mais vous pouvez mettre ça à Lille. S'il y a moins de soleil, vous mettez des miroirs 2 fois plus grands. Où est le problème? Hein, mon Dieu, ça va vous coûter 2 fois plus de tôle. Hein, au lieu de faire des... Hein, voilà, vous comprenez, vous vous rendez compte. Ça nécessite des grandes distances. Mais il y a des déserts, bordel. Prenez par exemple les Chinois. Ouais. Moi j'ai envie d'aller en Chine avec des gens en disant, vous savez, vous avez le Xinjiang. Le Gobi. Vous avez le désert de Gobi. Alors bon, à ce moment-là, c'est là que c'est intéressant, c'est le deuxième point qui est capital. Et que les gens ne savent pas. Moi j'ai appris ça il y a 2 mois. C'est le transport d'énergie électrique.
Par exemple, il y a un projet qu'on avait appelé Desertec. Ça consistait à mettre les capteurs solaires. Alors là, si vous allez au Sahara, il y a 3 kW par mètre carré, c'est énorme. Au lieu d'un, ici il y en a un, peut-être dans le nord il y en aura 500, c'est pas grave. Bon, seulement si vous allez commencer à mettre vos centrales solaires en Libye, au Maroc, en Algérie, tout ça, alors la stabilité politique, bonjour. Hein, bon. Mais en fait, on peut les mettre partout. Ce truc-là, ça fait 100 hectares. Il y a une carte dans mon site, dans le projet Desertec, vous avez le Sahara et vous avez un carré qui représente ce qu'il faudrait équiper en solaire pour produire de l'énergie pour tout le monde entier. Ah oui. 300 km par 100 km. L'Amazonie, l'équivalent de l'Amazonie, mais en énergie solaire. Mais beaucoup plus petit, ça fait 300 km. L'Amazonie, c'est beaucoup plus que ça. Donc vous prenez un timbre-poste, vous le mettez là-dedans, vous mettez des trucs en ferraille comme ça. Alors ces trucs en ferraille, ça fait marcher de l'énergie. Alors là, vous avez un type comme Claude Allègre. Mais Claude Allègre, je m'excuse, c'est un imbécile. Dans les médias, il a dit on ne sait pas stocker l'énergie. C'est pas vrai. Dans Andasol, ils ont des gros bidons remplis de nitrate de potassium et nitrate de sodium. C'est des sels fondus à 400 degrés et ils stockent la chaleur là-dedans. C'est pas dangereux. C'est pas enterré. Voilà. On le dit souvent à propos des éoliennes, c'est qu'on ne sait pas stocker l'énergie produite par les éoliennes. Ben oui, parce que là, les éoliennes, ça ne produit pas de la chaleur. C'est emmerdant de stocker de l'énergie électrique. Tandis que là, vous avez de la chaleur. Il n'y a rien de plus simple à stocker que de la chaleur. C'est extraordinaire, un truc pareil. Donc, vous avez vos trucs. Et là, vous avez même des chiffres. Si vous produisez 50 MW comme ce genre de choses-là, il faut en produire 30% de plus pour pouvoir tenir compte, pour pouvoir produire la nuit. Pour la nuit. Et même, par exemple, avec un truc comme ça, vous pouvez avoir du mauvais temps pendant 7 heures. Mais il n'y a pas de déperdition dans le transport ou dans le... Alors ça, c'est intéressant. Effectivement, les gens diraient, mais je suis très gentil, vous allez produire l'énergie à tel endroit et je vais la transporter à 500 km ou 1000 km, comment je fais? Vous savez, par exemple, qu'en France, vous avez des centres de production d'électricité, que ce soit des réacteurs nucléaires, que ce soit des barrages, que ce soit des centrales thermiques, il n'y a jamais plus de 200 km entre l'endroit où on produit et l'endroit où on consomme. Pourquoi? Parce que les lignes haute tension, le courant est transporté sous 400 000 volts, mais ça marche très bien pour 500, 1000 km à la rigueur, mais au-delà, il y a trop de pertes. Donc vous ne pouvez pas dire, je vais produire mon courant à tel endroit, je vais l'envoyer à 3000 km. Là, les gens diront non, il y a trop de pertes. Alors à ce moment-là, il y a des gens qui se sont trouvés dans ce problème-là, c'est les Canadiens. Les Canadiens, dans le Québec, ils avaient une chose, c'est qu'ils avaient la ville de Québec avec le Saint-Laurent, et puis au nord, 1400 km plus loin, il y avait des possibilités hydroélectriques extraordinaires. Pas avec des chutes comme on a dans les Alpes, il y avait des chutes de 10 mètres, mais alors ils avaient de la flotte, comme c'est pas possible. Donc ils pouvaient faire des barrages énormes et avoir des mégawatts, 4000 mégawatts, 5000 mégawatts, comme qui rigolent. Seulement, il fallait les transporter sur 1800 km. Alors à ce moment-là, ils les ont transportés en courant continu. En courant continu, et bien comment ça se passe? Vous trouverez, je crois qu'il doit y avoir un dessin là-dedans qui montre comment c'est foutu. Je ne sais pas si je l'ai mis dans... Voilà. Ben, voilà ce qu'il y a. Ça s'appelle Hydro-Québec. Hydro-Québec, Québec parce que c'est au Canada, puis Hydro parce qu'il y a de la flotte. Ben, chez eux, ils ont un truc comme ça. Vous voyez cette espèce de truc? C'est un redresseur. On dirait Beaubourg, ouais. Oui, on dirait, oui, c'est un redresseur. C'est un redresseur. Vous savez que quand on produit du courant alternatif, eh ben on sait le redresser pour faire du continu. Donc là, ils font leur alternatif à 400 000, 600 000. En Chine, ça va jusqu'à 850 000 volts. Vous avez un courant à 850 000 volts et boum, il fait du courant continu. Et on sait transporter ça avec des fils. Alors ça a un avantage. Et ils étaient obligés parce qu'ils avaient le Saint-Laurent à transporter. Ils ne pouvaient pas mettre des pylônes pour mettre l'électricité au-dessus du Saint-Laurent. Il fallait que ça rentre dedans. Alors imaginez que le courant alternatif dans l'eau, c'est la catastrophe. Parce qu'il y a une induction, vous perdez. Donc ça a été fait par les Canadiens. Ils ont transporté leur courant en continu. Et ça pourrait être fait donc pour le projet dont vous parlez, si tous les projets. Ouais. Et alors là, maintenant, retenez ce chiffre. Ouvrez bien vos osgourdes, comme on dit. Vous savez combien on perd dans le transport d'énergie par courant continu? 3% par 1000 km. Oui, c'est pas énorme. C'est fantastique. Donc ça veut dire que vous pouvez envisager de transporter le courant sur 1000, 2000, 3000, 5000 km. Quelle que soit la distance, c'est 3%? 3% par 1000 km. Par 1000 km. Par 1000 km, c'est 3%. 2000 km, c'est 6%. Mais ma foi, si vous avez 15% de perte, c'est pas énorme. C'est pas 90%.
100%. Donc vous pouvez produire de l'énergie à un endroit et l'envoyer à un autre. Vous avez par exemple des projets, ça c'est fantastique, je dis, c'est une époque où il faut vivre avec la mentalité de Jules Verne. Parce que ça, je vous signale que c'est de la technologie du 19e siècle. Hein. Le redresseur, ça a été inventé en, je sais pas, en 1735 ou un truc comme ça. La turbine à gaz, c'est n'importe quoi, vous voyez. Alors les gens diront, mais est-ce que vous avez besoin de zirconium? Non, non, la tôle, ça suffit. Hein. Et alors, est-ce que vous avez besoin de métaux extrêmement rares pour le photovoltaïque? Non, non, on ne fait même pas de photovoltaïque, c'est trop cher. On va être obligé d'importer ça, quoi. Alors, ce truc-là, ça a un côté bouleversement politique, parce qu'imaginez, vous avez des Tunisiens qui disent, en disant, vous croyez qu'on pourrait faire ça? Oui, oui, mais alors, il faudrait importer. Mais non, vous importez pas. Vous allez chercher des types qui sont en deuxième année de licence de physique, vous leur dites de dessiner. Mais les turbines à gaz, ça existe déjà. Ils deviendraient exportateurs d'énergie. Mais bien sûr, les pays pauvres deviendraient plus riches. Alors ça va pas, c'est bon à l'envers, vous comprenez. Et je dirais même un truc, moi je vais carrément aller loin en disant, un truc comme ça, si on mettait le paquet, et quand je dis mettre le paquet, c'est mettre du fric. Vous savez, il y a des entreprises extraordinaires où on constate des sommes phénoménales pour fabriquer des engins qu'on casse. C'est quand même extraordinaire, on les fabrique, ils sont très sophistiqués, on les casse. Il y a même des gens qui sacrifient leur vie à ça. Ça s'appelle les guerres. Hein, et les guerres, ça fait tourner l'industrie et on casse. Et après on reconstruit. Ben, là, imaginez que tout d'un coup, ça coûte cher une guerre. Hein. Par exemple, prenez le débarquement de Normandie, vous chiffrez ça. À la limite, un type dirait, voilà, on va débarquer en Normandie, on va fabriquer des barges en ciment. Combien ça coûterait? Ben, ça coûterait tant. Possible, c'est ruineux votre truc. Laissons tomber le débarquement de Normandie, c'est pas possible. Or en fait, rappelez-vous aussi cette phrase, je trouve, qui devrait rentrer dans les mœurs, quand on hait, on ne compte pas. Hein, voilà, et là... Dans les milieux écologiques, on parle souvent de la biomasse, bon, de l'éolienne, on en a parlé, du solaire, etc. Mais ils ne connaissent pas, il n'y a pas d'ingénieurs dans leur bande. Ouais. Ils ne connaissent pas. Mais ceci est dit, pour les écologistes, on n'est pas du tout en opposition. Ouais. Simplement, ils sont ravis, enfin, les scientifiques s'intéressent à nous. C'est tout. Ouais. Moi, quand j'ai dit ça à Michel Rivasi, elle ne savait pas qu'on pouvait transporter du courant électrique à longue distance et elle ne connaissait pas des trucs comme Andasol et tout ça. Mais pardon, si vous regardez sur les projets qui ont été faits, il y a des projets qui sont en pointillé pour rejoindre par une ligne sous-marine le nord de l'Angleterre à l'Islande. Je vous signale que nous aussi en France, on envoie du courant sous haute tension sous l'eau. C'est ce qu'on envoie aux Anglais. Hein, on a Gravelines, ça prend de l'électricité, et puis on a une ligne de 40 km sous la flotte. C'est pas possible de mettre du courant alternatif. Donc nous aussi, on a les redresseurs, tout ça, et on alimente, je sais pas, 300 000 foyers anglais. Mais oui, c'est 4500 mégawatts. Enfin, c'est un paquet d'électricité. C'est pas du bruit. Donc déjà, on peut pas dire qu'on sait pas le faire, on le fait. Mais on ne dit rien. Hein. Et alors, pour prolonger un peu votre réflexion, c'est qu'on passait d'un monde à dominant pétrole aujourd'hui à un monde à dominant électrique. Mais par exemple, voiture, par exemple, puis la maison, vous ne voyez pas, et ça serait sur électrique. C'est pour l'église, pas déjà inventeur ça n'existe pas. Comme vous avez condition de vérité, un jour vous avez réservé un thème, soit vous l'hydrogène et vous voyez un bureau. Donc, ce genre de choses, ça bouleverse la phase de l'hydrogène. Donc, on parle du soleil, il y a des choses, il y a l'énergie thermique des mers, des je sais pas, des moteurs, immergés, il n'y a même pas besoin de survivre. Et ce cas, ça vise la différence de température. Mais vous comprenez, si on permet à ces connards de nègres et d'arabes d'être autonomes, et s'ils ne sont plus là à nous acheter nos trucs à zirconium, on est foutus. Cela dit, il faut reconnaître que le pétrole se trouve souvent dans les pays arabes. Ben oui, déjà, il y a des gens qui ont ce pétrole, et en plus, ils font le monde. En plus, moi, je suis allé à Dubaï, j'ai vu le gâchis, j'ai vu l'esclavage. Ces anciens gardiens de chef fabriquent des tours de 880 mètres de haut. Leur peuple crève la dalle. Exactement, c'est le plus gros zizi qui existe sur Terre, quoi. C'est ça, c'est aberrant. Moi, je suis allé là-bas, j'ai été invité à Dubaï comme expert sur une discipline que je connaissais parmi la palette que j'avais. J'étais assez calé sur les sous-marins. Hein, ouais, voilà, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Bon. Et je suis allé là-bas et franchement,
étudier des sous-marins pour transporter des émirs, j'en avais rien à foutre. Donc j'étais allé avec mon copain Christophe. Vous voulez faire des sous-marins pour transporter des Mais émirs? oui, parce que un émir, ça peut pas se promener en bateau. Il fallait qu'il se transporte avec un truc extraordinaire. Et alors, je suis allé là-bas, encore une anecdote, si vous voulez, on n'en a pas fini, mais je veux dire que Hervé Jobert avait obtenu des crédits pour fabriquer une usine à sous-marins. Ces sous-marins étaient aussi hydrodynamiques que les pianos à queue. C'était Tardy qui me disait, tu sais, en plus hydrodynamique, ça s'appelle un piano à queue ou un tabouret, quoi. Il n'y a aucune notion. Fermons la parenthèse. Le gâchis total. Comme disait un Anglais, ils ont fait des hôtels avec des grandes pièces d'eau. Et alors, extraordinaire, avant, il n'y avait pas de moustiques. Mais comme ils ont fait des pianos, ils ont inventé le moustique. Alors maintenant, à Dubaï, on fait comme ça. Avant, il n'y en avait pas. En plus, ils créent la terre pour gagner sur la mer. Etc. Et attendez, vous vous rendez compte, je pense à la chanson des Frères Jacques, vous vous rappelez, mais son rêve, c'était de voir pousser le gazon, rêve de chat, rêve de... Là, c'était le chat. Mais là, ils ont des autoroutes. Sur le bord de ces autoroutes, il y a du gazon. Et ce gazon, sous le gazon, il y a des tuyaux qui amènent de l'eau douce pour les... Sinon, ça ne pousserait pas. Si vous avez un arbre qui pousse à Dubaï, en dessous, il y a un truc qui amène de l'eau. Et cette eau, elle est obtenue par désalination de l'eau de mer avec une centrale thermique à pétrole. Bon. Et moi, je voulais aller là-bas, rencontrer un émir quelconque et lui dire, écoutez, est-ce que vous voudriez, avec le fric que vous avez, devenir le premier pays qui peut se passer du pétrole? Vous avez l'argent pour le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes sur la bande côtière, derrière vous avez un désert. Mais mettez des capteurs solaires là-dedans, mettez des miroirs de Fresnel. À la limite, vous pouvez même cultiver des tomates. Vous pouvez dessaler l'eau de mer, vous mettez de la terre, vous faites des cultures hydroponiques, et à ce moment-là, vous dites, eh bien, Dubaï est le premier exportateur de tomates au monde. C'est trop drôle comme truc. Tout à fait faisable. Et regardez par exemple l'Islande. Je suis allé en Islande avec Kraft dans le temps. Et l'Islande, vous savez qu'il y a de l'énergie géothermique comme s'il en pleuvait. Hein. Quand on voit les photos de Reykjavik en 1900, les gens ils habitent sur des maisons, il y a de la vapeur partout. Quoi. Oui, si vous êtes là à Reykjavik, vu qu'il y a 4 degrés l'été, hein, ils ont une piscine olympique découverte. Vous vous rendez compte les watts qu'il faut pour chauffer ça. Ils vivent assis sur des watts, ces gens-là. Donc, s'ils se mettent à faire des trous dans leur île, ça devient l'Arabie saoudite du géothermique. Et s'ils ont une liaison 1800 km sous-marine, ils peuvent alimenter, mais pas seulement l'Angleterre. Au départ, l'Angleterre, disons que on devrait créer des centrales géothermiques en Islande et elle alimenterait peut-être la France aussi, parce que vraiment... Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils sont en pleine récession, en plus, il y a eu la crise... Mais parce que c'est récession économique, vous savez bien que l'économie mondiale et la finance mondiale, c'est une foutaise. Ouais. C'est complètement... Ils ont la solution, alors est-ce qu'il y a des blocages? Disons que là, il va falloir qu'on parte un peu en campagne, je ne sais pas comment on va faire. Je disais qu'avec un copain qu'il faudrait créer une sorte de mouvement qui serait les 3 heures, Europe, écologie, énergie. Hein, c'est beau comme truc, hein, voilà. Et à ce moment-là, il faudra écrire un livre, il faudra devenir médiatique, il faudra expliquer ça. Par exemple, il faut qu'on aille à Ambossol avec leur installation de 50 MW. On va leur dire, à quoi ressemblerait une installation de 1500 MW, c'est-à-dire vraiment la grosse centrale nucléaire. Bon, ils ont certainement déjà fait les plans, ça coûterait tant. Simplement, quel est le frein là-dedans? C'est que les gens diront, oui, mais si je fais une centrale à 1500 MW, est-ce que je gagnerai de l'argent dans les 3 ans? Non. Vous allez investir, ça va être des grands travaux. Hein. Il y a des moments de l'histoire dans certains pays comme l'Allemagne des années 30 avec un petit mec à moustache que je ne citerai pas, et bien tout d'un coup, ils étaient dans une situation catastrophique économiquement, ils ont décidé de se lancer dans les grands travaux. Les grands travaux, c'était les armements, c'était les bateaux de guerre, les sous-marins, etc. Mais ça a fait travailler la sidérurgie, ça donnait des emplois à tout le monde. Là, tout d'un coup, il faut qu'il y ait une espèce de visionnaire à la Jules Verne qui dise « nous allons mettre le monde entier au travail pour fabriquer l'énergie. Dire aux Chinois, équipez le Xinjiang et oubliez le nucléaire. Vous allez péter dans les watts électriques. » Et juste pour comprendre, ce que vous avez dit là, c'est qu'il fallait du temps avant de rentabiliser. Alors, mettre des panneaux de tôle, c'est rapide, et il n'y aurait pas un rendement rapide aussi? Mais, je sais pas, mais regardez Kosciuszko Morizet, là, notre ministre de l'écologie. J'ai regardé récemment une émission qui s'appelait Complément d'enquête.
Et à un moment, j'ai entendu une phrase d'elle, et j'étais obligé de l'entendre 3 fois pour être sûr que j'avais pas rêvé. Il faudrait que je puisse arriver à l'extraire pour la mettre dans mon site. Et à un moment, quand elle parle de la filière solaire, elle dit, vous savez, on a oublié le coût de démantèlement des fermes solaires. Alors, le journaliste a oublié de lui dire, attendez, excusez-moi madame le ministre, c'est quoi le démantèlement des fermes solaires? C'est le coût qu'on a pour arracher les piquets ou un truc comme ça? Non, je crois que cette femme-là, elle doit imaginer peut-être le démantèlement du barrage de Génissia ou des choses comme ça. Non, je crois que on a... En fait, c'est ça qui est étonnant, c'est que les gens commencent à se révolter parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont été tyrannisés par des élites. Mais c'est pas des élites, c'est des cons. Nous sommes dirigés par des cons, c'est tout, et vous le savez, quoi. Mais je reviens à ma question, parce que je suis pas sûr d'avoir compris la réponse. Ça serait pas rentable tout de suite, les panneaux solaires? Combien de temps il faudrait Mais est-ce que vous avez envie de créer un monde où vos enfants soient heureux? C'est tout. Oui. Mais pour bien comprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faudrait investir. En gros, quel est le... Mais de nos jours, s'il fallait construire des barrages hydroélectriques, les gens diraient que c'est pas rentable. Oui. Hein? D'accord. Vous êtes d'accord? Juste pour savoir factuellement, donc le panneau solaire, il... Oh, ben ça marche tout de suite, mais pas de problème. C'est ça, donc... C'est pas très cher. Puis là, il y a aussi une chose. Vous parlez d'investir à long terme, alors non, c'est immédiat. Non, mais bien sûr que c'est immédiat. Et justement, là, même quand j'en parlais avec Michel Rivasi, elle n'avait pas compris ça. Et elle me disait, il faudrait investir dans la recherche. Mais il n'y a pas besoin de recherche. Un truc comme ça, c'est déjà opérationnel. C'est pas la peine de mettre des chercheurs pour savoir comment c'est faisable. Ah, c'est peut-être ça le problème, c'est que ça créerait du chômage alors. Non, mais vous voyez... Les chercheurs au chômage, les... Voilà. Disons que, vous savez, nous vivons dans un monde Shadok. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est ça. Hein. Et je me rappelle aussi d'une phrase d'un copain qui m'avait dit un jour, quand je sortais pour la énième fois de la Villette après avoir échoué, ton drame, c'est que t'es pas assez cher. Et en fait, je pense que des défauts de ces trucs-là, c'est que qu'est-ce qu'on va faire de nos technologies, qu'est-ce qu'on va faire? Vous vous rendez compte, plier de la tôle, n'importe quel couillon peut faire ça, et puis Alors, en plus, dans un truc comme ça, si tout d'un coup, les Espagnols font les miroirs, les Français font les turbines, les Allemands font les échangeurs, etc., mais les coûts diminuent d'un facteur 10, et à ce moment-là, on transforme la Terre en une espèce de chantier monstrueux, et puis en plus, même les pauvres ont des centrales, ça va pas, donc... Parce que là-dedans, il y a une dominance politique. Hein. Je crois que c'est là le cœur du problème. Mais bien sûr, et il y a même des sources d'énergie qu'on pourrait qualifier d'exotiques. Et je me rappelle de cette conversation que j'ai eue à Brighton avec un Américain, et je lui dis, mais toutes ces choses que vous avez, apparemment, que vous dominez, R51 et compagnie, il m'a dit, mais comment est-ce qu'on vendrait notre pétrole ? Et, non mais essayez d'imaginer, voilà, tout d'un coup, un type dit, voilà, moi, je vais me lancer dans une grande campagne, nous allons construire des centrales, ceci, mais vous avez le géothermique, vous avez le solaire, mais vous avez l'hydrolien aussi, l'hydrolien avec des grosses hélices qui tournent, vous avez la possibilité de faire des centrales offshore, vous construisez, j'ai un article qui est sorti dans le numéro de mai de Nexus, 16 pages, hein. Là-dedans, le dessinateur a fait une image d'artiste représentant des plateformes comme ça. Et ces plateformes, imaginez, au large du Japon, vous mettez des trucs qui font 10 km sur 10 km. Et tout ça, vous avez des miroirs solaires. Et alors, sauf qu'avec les tsunamis, c'est pas terrible. Très bonne question, parce que les tsunamis, vous dites, je mets... Non, d'abord, les tsunamis. Faux. Si vous mettez votre plateforme à 20 ou 30 km de la côte, vous savez qu'un tsunami loin de la côte, ça monte d'un mètre, ça descend d'un mètre. C'est-à-dire que vous avez les types qui sont dans leur plateforme qui disent « Tiens, on est monté, on est redescendu, il y a un tsunami. » Et puis sur la côte, ils s'en prennent plein la gueule avec une vague de 14 mètres. Et voilà, tout simplement. Ensuite, s'agissant de ces plateformes flottantes, mais c'est déjà opérationnel. Allez à Monaco. À Monaco, le prince de Monaco a voulu augmenter son port. Alors à ce moment-là, pour augmenter le port, il fallait mettre une digue, une jetée. Et là-dessus, il y avait 50 mètres de fond. Alors ça va faire une digue. Donc ils ont fait une digue flottante. Donc à Monaco, il y a une digue qui fait, je sais pas, 300 ou 400 mètres de long. Et elle est montée sur rotule, elle flotte. Et vous savez que dans le Midi, il y a des tempêtes qui sont costauds. Apparemment, ça tient très bien. Donc vous prenez des machins comme ça, imaginez que par un bout de baguette magique, vous recouvriez une petite partie de la mer avec ces trucs-là. Alors évidemment vous dites, mais et les cyclones, qu'est-ce que je fais tout d'un coup?
Ben voilà, alors vous voyez, mes panneaux solaires, ils vont être arrachés. Ben non, on va faire des miroirs de Fresnel. Vous connaissez les miroirs de Fresnel? Ah oui, vous en avez parlé. Voilà, donc des miroirs plats, des miroirs qui craignent rien. Hein, voilà, bon. Et puis ensuite, vous mettez des éoliennes. Et vous avez vu d'ailleurs, il y a des gens... Les éoliennes, on voyait tout à l'heure que c'était pas rentable en termes Mais d'énergie. il y a 36 000 solutions d'éoliennes. Mon Dieu, il y a une espèce de bit, ces éoliennes principales. Mais par exemple, vous avez les intégrées au bâtiment. Quand vous prenez un immeuble et le dessus qui est pas, vous mettez un plafond comme ça, vous mettez sur une de béton. C'est moins rentable que ceci, moins rentable que ça, mais tourne. Puis ça se voit. Il y a mal d'immeubles, je crois. Oui, vous voyez tous les immeubles plats comme ça, vous n'avez pas très lourd, on va mettre une turbine tonne et ça va C'est juste. souvent qui est ça. Vous savez, c'est une turbine tonne, d'un côté ça, de musique là. Alors là, ça pousse, et voilà, tout, ça marche très bien. En plus, sur dessus, on va mettre des capteurs, pourquoi pas, hein. Donc vous avez des capteurs solaires, sans augmentation de prix. Alors, dans un truc comme les bars, à ce moment-là, on va faire, on va mettre des éoliennes Pelton, des capteurs solaires, et au-dessous, on met des hydroliennes pour récupérer les courants. Et tout ça, c'est même pas de la haute technologie. Non, c'est le 19e siècle. Mais vous savez, au 10e siècle, on a des gens qui avaient des grands dessins. Regardez la Tour Eiffel. Mais c'est inouï, un truc comme ça en 1900. Et ben, actuellement, il faut tomber sur des connards d'Émiratis pour faire des immeubles de 880 mètres et qui expliquent d'ailleurs que l'avenir, c'est le luxe. C'est effrayant, un truc pareil. Alors, en faisant travailler des esclaves qui se suicident à raison d'un par semaine parce qu'ils sont mal payés. Bon, voilà. Enfin, moi, je sais que je suis revenu de là-bas démoralisé. Mais vous voyez, les solutions, il y en a. Mais ces solutions, elles ne viendront que des citoyens. Et c'est pour ça que pour le moment, il y avait 200 manifestants en dessous. Il va falloir mobiliser les gens, non pas pour dire non au nucléaire, non au nucléaire, non. Et puis en plus, les énergies renouvelables, il y a un festival à côté de chez moi tous les ans, alors si c'est pour aller là-dedans, c'est pas la peine, quoi. Et j'ai mon petit capteur solaire, j'ai mon petit machin, mon petit truc, non. Un nouveau terme peut-être, c'est l'énergie renouvelable, non? Je sais pas, quelque chose qui parle aux gens, effectivement, mais vous comprenez que c'est... je crois qu'il faut déjà aller à Andasol et ramener, même, il faut faire des images de synthèse, de structure, en disant voilà, ça c'est une installation de 1500 MW. Vous savez, moi j'ai fait, si j'avais été à la Réunion où il y avait, ITER, là, sur Cadarache c'est 1680 hectares. J'aurais pu dire, vous savez, j'ai une suggestion. On remplace le terrain, comme il y a 1 mégawatt par hectare, on aurait 1680 mégawatts, et puis vous mettez en dessous avec vos conneries. Continuez à faire vos petits machins, mais au-dessus, on met des capteurs solaires. Bon voilà. Allez. Ce sera le mot de conclusion de cette partie. Bah oui, c'est long, mais il fallait le dire. Très bien. Merci beaucoup Jean-Pierre Petit.